Voilà, je vous redis bonjour. Merci à tous nos participants. On est énormément d'inscrits à ce webinaire, 222 inscrits. Je pense que la plupart vont se connecter au fur et à mesure. On a souhaité faire ce webinaire sur mobilité et hydrogène parce que c'est un sujet porteur. L'hydrogène peut trouver son intérêt auprès des collectivités par le développement des bus urbains et puis aussi des bennes à ordures ménagères. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Ce webinaire est organisé conjointement par le Conseil régional, l'ADEME, la délégation régionale de France Hydrogène et puis Pôle Énergie. Donc je me présente, je suis Jean Gravelier, le directeur de Pôle Énergie. On va passer en revue, si on peut voir le PowerPoint, le temps que l'on va passer ensemble, de quoi nous allons parler. Ce que je vous propose, c'est que nous rebalayions rapidement la stratégie nationale hydrogène pour avoir le cadre légal et réglementaire en tête. Et puis Nicolas Doré, qui est service transport et mobilité de l'ADEME, nous parlera des atouts, des limites et marchés adaptés à l'hydrogène. Voilà, vous l'avez sur la deuxième photo en partant de la droite sur votre écran. Et puis, nous brosserons une cartographie des projets déjà existants dans les Hauts-de-France. Donc, c'est Lucas Toussaint de la région Hauts-de-France qui interviendra avec aussi des interventions de collectivités qui nous parleront de leurs projets. Et puis, on rentrera dans le vif du… Alors, je ne sais pas s'il faut dire dans le vif du sujet, mais on continuera à développer le sujet par des éléments plus méthodologiques. Donc, c'est Damien Grosso qui est à côté de moi à l'écran, mais pas à côté de moi physiquement, à côté de moi à l'écran. Donc, éléments méthodologiques pour monter un projet hydrogène. Damien Grosso est directeur du développement chez Pôle Énergie. Et puis, nous aurons le temps d'avoir des questions-réponses. Donc, voilà, en gros, c'est 3 demi-heures et puis temps de questions-réponses. Donc, on est là pour un petit moment. Donc, je vais attaquer tout de suite sur la stratégie nationale hydrogène. Pour se rappeler tout d'abord pourquoi finalement on parle d'hydrogène. Mais il faut avoir en tête que l'objectif principal, c'est de diminuer notre emprise, nos émissions carbone. Si l'on reprend les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, il s'agit de passer de 80 millions de tonnes à 53 millions de tonnes d'ici 2030. Et l'hydrogène, bien sûr, vient remplacer les carburants carbonés. Et l'hydrogène est particulièrement adapté pour la mobilité lourde, là où les batteries sont difficiles à mettre en œuvre, et permet de promouvoir un carburant qui est propre, puisqu'il ne rejette que de l'eau, et donc qu'il ne rejette ni particules, ni soufre, ni oxyde, ce qu'on appelle les SOx et les NOx, et donc il vient aussi améliorer la qualité de l'air. Alors, les objectifs de la stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène, eh bien, elle est basée sur l'installation massive d'électrolyseurs dans notre pays pour décarboner significativement l'économie, donc à la fois côté industrie et mobilité. Donc l'objectif, c'est 6,5 gigawatts de puissance électrique dédiée à des électrolyseurs, donc en puissance électrique pour des électrolyseurs d'ici 2030. Et il s'agira aussi de développer la mobilité hydrogène pour les véhicules lourds. Donc derrière ce mot véhicule lourd, on entend les véhicules utilitaires, les poids lourds, les bus, les cars, les trains, les navettes fluviales, les navires, bien sûr aussi, et les avions. L'idée, c'est d'obtenir une baisse des émissions de CO2 de 6 millions de tonnes à l'horizon 2030. Donc, c'est pour demain matin. Et conjointement, bien sûr, permettre le développement d'une filière qui est créatrice d'emplois. On parle de 50 à 150 000 emplois. Donc, à tout cela, il y a des moyens qui sont mis à disposition, 7,2 milliards d'ici 2030, dont 3,4 qui seront dispensés entre 2020 et 2030. Et vous voyez que la mobilité va accaparer 27% de ce budget. Et on parlera aussi tout à l'heure des IPCEI qui, pour eux, qui concentreront 1,5 milliard des investissements de l'État. Sont prévus également des mécanismes de complément de rémunération pour l'investissement et le fonctionnement, et puis des appels à projets dont vous avez déjà entendu parler, notamment ceux de l'ADEME, et dont nous reparlerons. Alors, sur le plan de la réglementation, les zones à faible émission
sont effectives depuis 2021. Il y en a 10 en France. Il y a également la vignette critère pour écarter des centres-villes les véhicules les plus polluants. Et on s'attend et on sait qu'il y aura un durcissement qui est prévu par la législation à partir de 2025. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui enjoignent les collectivités à décarboner leur secteur des transports au sein de leur collectivité, au sein de leur ville, etc. Alors, il y a des aides également pour l'acquisition de bus, d'autocars, de poids lourds à hydrogène. Alors, c'est résumé ici, 20 000 € pour un bus, 50 000 € pour un camion ou 7 000 € pour des véhicules utilitaires légers. Et puis, il y a bien sûr les appels à projets de l'ADEME, dont on verra s'ils sont reconduits ou pas par la suite. Les choses sont en cours de détermination avec l'État en ce moment. D'autres mécanismes de financement, tels que la BEI ou des certificats d'économie d'énergie pour la mobilité propre, même si l'hydrogène n'est pas encore concerné, cela pourrait peut-être venir dans l'avenir. Il y a également les IPCEI, on va en parler, c'est un vocable que je vais définir juste après, mais un retour d'abord sur le cadre européen de la neutralité carbone d'ici 2050, où donc dans le cadre du Green Deal européen, l'Union européenne promeut un système connecté, flexible, centré sur l'efficacité énergétique et sur l'utilisation de sources d'énergie renouvelable locale, avec une priorité à l'hydrogène renouvelable à partir des ENR électriques, sans occulter d'autres formes d'hydrogène bas carbone. Donc il y a un soutien financier pour la production d'hydrogène par électrolyse, à concurrence de 6 gigawatts pour l'Union européenne d'ici 2024, et puis 40 d'ici 2030, et puis un déploiement plus généralisé entre 2040 et 2050. Donc tout le plan français s'inscrit dans ce Green Deal européen, avec deux outils qui sont l'Alliance européenne pour l'hydrogène, d'une part, c'est un consortium qui travaillera à la construction d'une infrastructure faisant émerger un marché commun de l'hydrogène, et puis les projets IPCEI, alors voilà, un vocable à définir, projet à grande échelle, rassemblant des entreprises, des centres de recherche des États membres et apportant des bénéfices substantiels pour les objectifs stratégiques de l'Union européenne. Alors, ce qu'il faut comprendre dans ces IPCEI, ça concerne des gros marchés, des grosses installations, mais il s'agit d'aider le développement de l'hydrogène en remédiant aux défaillances du marché, enfin, en tout cas en finançant des activités de R&D, de recherche et d'innovation, en dérogeant aux règles d'aide d'État. Voilà, donc on pourra voir si ça peut concerner la mobilité, mais ça concerne essentiellement l'industrie. Mais ce que l'on sait, c'est que les IPCEI essayent de s'intéresser aux projets qui allient industrie et mobilité, et aussi industrie et infrastructure. Donc il y a un lien, de toute façon, par ces deux côtés, à développer la mobilité. Et s'il y a des gros projets industriels qui se développent, ça veut dire qu'il pourra y avoir de l'hydrogène à des prix plus compétitifs, et donc derrière la possibilité de fournir de l'hydrogène compétitif pour des projets de mobilité. Alors, le cadre européen, c'est aussi le Fit for 55. Ce sont des mesures qui ont été adoptées en juillet 2021, qui visent à réduire un cran de plus les émissions de gaz à effet de serre, donc à 55% par rapport à 90. Donc, on ne va pas tout lire, je vous retiens juste l'idée de la mise en place d'un quota obligatoire d'hydrogène renouvelable dans les process industriels de 55% d'ici 2030. Donc, vous voyez le lien avec les IPCEI. Donc, plus il y aura des projets industriels, plus aussi il y aura des ressources d'hydrogène pour la mobilité. Et puis, réduction des émissions de CO2 de 55% sur les véhicules neufs à partir de 2030, puis 0% à partir de 2035, et obligation faite aux États membres d'installer des stations de recharge tous les 60 km pour les véhicules électriques et 150 km pour les véhicules électriques fonctionnant à l'hydrogène. Voilà, donc toute la cohérence, voilà, la cohérence dans laquelle s'inscrit la mobilité hydrogène, et voilà pourquoi les collectivités sont au premier rang intéressées à développer la mobilité hydrogène. Alors, ce qui est important de voir, c'est qu'entre les objectifs, là, voilà, les électrolyseurs à 6,5 gigawatts
dont je parlais au début, voulu par le plan français de développement de l'hydrogène, eh bien comment tout ça va s'implanter et comment ça va s'implanter dans notre région. Alors, c'est là où France Hydrogène et puis un autre organisme qui s'appelle le CSF-NSE ont développé une vision par bassin. Alors, si l'on prend la vision française, donc les 6 gigawattheures, les 6 gigawatts pardon, dont je parlais tout à l'heure, ça veut dire 630 000 tonnes d'hydrogène consommées. Et donc, ça le fera à peu près 160 000 tonnes pour la mobilité. Alors, vous avez là les chiffres qui sont détaillés, 300 000 véhicules légers, 5 000 poids lourds, 65 bateaux et navires, 100 trains. Bon. La question, c'est comment on monnaie ça à l'échelle d'un territoire comme la France. Eh bien, France Hydrogène a souhaité répartir, enfin, avoir une vision par bassin. Donc, il y a 7 bassins qui ont été identifiés, que vous retrouvez sur la carte de droite, et qui représentent à peu près 85% de la demande hydrogène, et qui ont été construits finalement, c'est autour de projets recensés, avec autour une zone d'influence. Il faut comprendre par là un coût de transport compétitif qui permet d'acheminer l'hydrogène à un prix raisonnable jusqu'à des lieux de mobilité ou d'autres industriels plus éloignés des sources de production. Et donc, l'objectif de ces 7 bassins, eh bien, c'est de mutualiser la production pour créer des économies d'échelle, créer des chaînes d'approvisionnement intégrées et organiser rationnellement la fourniture électrique. Évidemment, si sur une zone comme Dunkerque, il y a besoin de 200 000 tonnes d'hydrogène, eh bien, ça veut dire une grosse production, enfin, un besoin de connexion au réseau électrique qui est conséquent. Donc, c'est quelque chose qui se prévoit sur le long terme. S'il y a plusieurs industriels qui ont besoin d'hydrogène, eh bien, être adossé à une infrastructure, ça permet de pallier les risques à la fois de panne, mais aussi d'équilibre entre l'offre et la demande entre les différents usagers. Et surtout, s'il y a de la mobilité autour, s'ils sont branchés sur ces gros projets industriels, eh bien, on va pouvoir offrir pour des projets de mobilité un hydrogène qui est compétitif, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, ces bassins représentent 6 à 10 gigawatts d'unités de production. On parle de 37 à 60 TWh de consommation électrique bas carbone, donc renouvelable, 685 km de canalisation de transport. Et alors ça, c'est au niveau français, évidemment, 1000 à 1700 stations hydrogène, majoritairement publiques. Voilà, alors c'est une vision encore théorique, mais notre boulot, je dirais, notre boulot, c'est de concrétiser ce bassin Hauts-de-France que vous voyez tout en haut, encore que vous voyez qu'il n'a là que 2 départements, rien ne nous empêche de le descendre jusqu'à la Picardie, bien évidemment, et de lui rendre une réalité tangible par un maillage des projets hydrogène entre eux. Et c'est ce travail que nous avons à réaliser dans les mois qui viennent. Voilà. Alors ça, c'est voilà, le cadre, je dirais, un peu générique, réglementaire, législatif, européen, français. Et donc, je passe la parole à Nicolas Doré, service transport et mobilité de l'ADEME, pour entrer plus en détail sur le pourquoi de l'hydrogène, c'est-à-dire, bon, ok, le pourquoi ça décarbone, mais il y a d'autres aussi sources de décarbonation, des transports, de la mobilité. Donc, quels sont ses atouts, quelles sont ses limites, quels sont les marchés particulièrement adaptés à cette molécule qu'est l'hydrogène. Voilà. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, oui, je m'appelle Nicolas Doré. Donc, je travaille au service transport mobilité de l'ADEME. Je m'occupe de carburants alternatifs, alors évidemment d'hydrogène, mais aussi de biogaz, d'électromobilité, bien évidemment, et aussi de biocarburants liquides. Et ce, pour les applications, alors avant tout routières, mais aussi pour le fluvial, le ferroviaire, le maritime, un petit peu l'aérien. L'idée est bien d'avoir une vision assez globale de tous ces carburants et de tous les usages associés, et peut-être de sortir de l'idée qu'un seul carburant va pouvoir être adapté à tous les usages dans tous les territoires, mais plutôt, et ce sera quand même à mon avis le fil conducteur de ma présentation, qui est de dire on va aller vers plutôt un panorama, vers un panaché de solutions plutôt qu'une seule solution unique qui va sauver la mobilité pour 2050.
Merci, oui, donc pour le passage des slides. Oui, avant de se lancer et de plonger dans le bain de l'hydrogène, on voulait quand même rappeler à l'ADEME que typiquement dans les scénarios Transition 2050 qui ont été publiés par l'ADEME en fin d'année, et qui racontent un peu 4 chemins, 4 récits entre aujourd'hui et 2050 pour atteindre la neutralité carbone. Il y a plusieurs leviers qui sont susceptibles d'être mobilisés. Le premier, c'est avant tout la sobriété et re-questionner le besoin de mobilité. Voilà, on sait que dans tous les scénarios qu'on a envisagés, c'est un peu un incontournable. Alors évidemment, il ne s'agit pas de ne plus se déplacer, mais quand même de questionner le besoin de mobilité, que ce soit transport de personnes, mais aussi transport de marchandises. Et il est important d'activer ce levier pour aller vers la neutralité carbone. Une fois qu'on s'est interrogé sur ce besoin de mobilité et que s'il est avéré, le deuxième levier, que vous avez peut-être déjà entendu parler de la part de l'ADEME, c'est clairement le report modal. Il faut aussi se poser la question, est-ce que le véhicule, tel que je le conçois aujourd'hui, est la solution et d'aller mobiliser du fluvial, du maritime, de la cyclo-logistique, voilà, c'est pas un gros mot. En tous les cas, tous ces reports modaux et ces moyens autres pour transporter de la marchandise ou des personnes peuvent être mobilisés. Et aussi, dans les 4 récits, dans les 4 scénarios ADEME Transition 2050, on fait beaucoup appel à ce report modal et c'est vraiment important et c'est bien dans ce sens-là qu'il faut l'appréhender. Et le troisième, on va dire, levier pour atteindre cette neutralité carbone, c'est ce qu'on peut appeler la substitution, ou en tout cas améliorer l'efficacité des modes de transport actuels, et ça passe évidemment par le mix, en tout cas d'un carburant alternatif pour remplacer du diesel. Et donc par mix de carburants alternatifs, on entend donc, pour de la motorisation thermique des biocarburants liquides et du bio-GNV. Et pour la motorisation électrique plus classique, évidemment l'électromobilité batterie, dont je vais vous parler également beaucoup, et puis bien évidemment le sujet d'aujourd'hui sur l'hydrogène au travers essentiellement de piles à combustible. Donc voilà, en gros les trois marches ou les 3 leviers pour aller vers la neutralité carbone du secteur du transport. Alors par rapport à la présentation qui vient d'être faite, je vais peut-être pas revenir sur le fait que voilà, il y a un certain nombre de plans d'investissement qui ont été prévus et ça a été mieux détaillé juste avant, donc je reviendrai pas dessus. Mais clairement, politiquement, c'est très poussé l'hydrogène. L'hydrogène, je me permets de dire que l'hydrogène est à la mode, avec des soutiens de la part des pouvoirs publics extrêmement élevés, et donc avec notamment France 2030, avec ce qui était dit juste avant, là, les 27% des quelques milliards, ça fait de l'ordre de 2 milliards d'euros à dédier à la mobilité hydrogène, donc c'est pas rien. Et l'ADEME est un des opérateurs, évidemment, de France 2030, donc je dirais que sur l'hydrogène, mais aussi sur d'autres carburants, on est fortement mobilisé. C'est très à la mode, certes, mais la mobilité reste un marché en devenir. Peut-être que j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est important quand même de le rappeler, on n'est pas du tout sur le même niveau de maturité que l'électromobilité batterie, que le bio-GNV. On est sur un marché en devenir avec, alors je vous ai mis quelques chiffres, ça bouge tellement vite. Ça, c'est vrai que c'est un secteur sur lequel des projets fleurissent un peu chaque jour. Et là, c'est des chiffres plutôt de l'année dernière, pardon. On est sur quelques dizaines de bus en France, sur quelques dizaines à peine de véhicules légers neufs, enfin même moins de 10 en 2021, quelques bennes à ordures, mais voilà, on est sur des projets, on est sur des prototypes, et on est vraiment sur un marché en devenir. Et ça, je pense qu'il faut quand même le garder en tête dans la manière d'appréhender les projets de développement, et que on est au début du chemin, voilà, entre aujourd'hui et 2050. Slide suivante. Oui, je me permettais de faire peut-être un petit aparté technique sur la manière d'utiliser l'hydrogène comme carburant, peut-être à avoir en tête que, évidemment, l'hydrogène électrique, c'est-à-dire une pile à combustible alimentée par l'hydrogène et de l'air qui permet de produire l'électricité et actionne un moteur électrique, est la situation et la solution utilisée dans 95 voire 98% des cas. On travaille, nous, ADEME, essentiellement là-dessus. Et ayez en tête quand même que l'hydrogène thermique est quand même beaucoup regardé en ce moment. On a quelques projets, dans le cadre des investissements d'avenir, de grands constructeurs. Alors évidemment, les constructeurs historiques, des gens qui travaillent sur le moteur à combustion interne depuis des dizaines d'années, mais qui se posent la question d'utiliser l'hydrogène dans des moteurs à piston, tout simplement. Alors,
c'est presque un moteur classique. Sur le papier, ça a l'air relativement simple. Dans les faits, je pense que les constructeurs s'aperçoivent du challenge technique et technologique à mener, notamment dans le sens où la combustion d'hydrogène, c'est des combustions à très haute température, et qui dit haute température dit production de NOx. Donc clairement, on retrouve des questions d'émissions de polluants locaux qu'on ne retrouve évidemment pas dans l'hydrogène électrique. Donc, mais avoir en tête quand même qu'un certain nombre on va dire de constructeurs historiques travaillent sur l'hydrogène thermique, et que l'ADEME regarde ça aussi d'un œil, on va dire, expert, pour voir les possibilités. Je vous parlais évidemment d'une relative faible maturité de cette mobilité hydrogène. Qui dit carburant alternatif dit réseau d'avitaillement. Donc voilà, je vous ai donné aussi, ça c'est des Element Energy qui nous avait fait ce recensement en fin d'année dernière, je crois. On est à quelques dizaines de stations de distribution hydrogène, que ce soit en construction ou enfin, en projet ou déjà existantes, donc accessibles aux véhicules légers. Mais voilà, pour comparer avec les plusieurs centaines de stations GNV, à comparer avec les 10 ou 11 000 stations d'essence. Enfin, voilà, on est vraiment sur le début d'un marché, et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Sur la slide suivante, c'était un petit focus bus. Alors effectivement, nous, dans tous les projets qu'on peut soutenir, notamment au travers des investissements d'avenir d'une part, mais aussi de Eco6 à H2, évidemment, l'usage bus est assez important, et de manière générale les véhicules lourds. Et donc là, pour illustrer, voilà, actuellement l'ordre d'une trentaine, enfin 25 bus électriques hydrogène qui circulent en France, mais au moins autant dans les prochaines semaines. Donc, ouais, je dirais quand même un marché qui part de pas grand-chose, mais qui est avec une croissance exponentielle, et beaucoup de projets, beaucoup de métropoles, beaucoup de territoires qui souhaitent avoir leur projet de mobilité hydrogène, et donc des collectivités, des AOM qui sont beaucoup investis sur le transport de personnes, et qui voilà, qu'on retrouve dans l'écosystème AGE, et le succès que rencontre cet appel à projet, clairement. Pareil, à titre un peu illustratif, voilà, sur l'offre de véhicules légers. Alors, j'ai pas fait l'éventail des véhicules lourds, c'est un petit peu plus complexe, mais évidemment, beaucoup de constructeurs travaillent dessus. Sur les véhicules légers, voilà, on reste encore sur une offre très, très, très premium, avec des véhicules de l'ordre de 70 000 à 80 000 euros pièce, donc avec, évidemment, pour l'instant, pas du tout un marché de masse. Et de toute façon, on le verra ensemble juste après, l'hydrogène est plutôt un carburant, plutôt sur la longue distance, plutôt sur des poids lourds. Donc, pour l'instant, on va dire que l'offre hydrogène en véhicule léger est anecdotique, et plutôt, on va dire, à destination d'une offre premium, et plutôt là pour illustrer le concept, illustrer la technologie. Voilà, un point important, on ne l'a pas beaucoup évoqué, mais donc je reviens un petit peu sur la production d'hydrogène, et ce qui fait partie un petit peu des préconisations ADEME, et qu'on retrouve dans nos appels à projets, c'est que quand même, quand on fait le bilan environnemental de l'hydrogène, la manière dont il est produit, c'est juste primordial dans son bilan ACV. Et actuellement, vous savez certainement qu'il y a deux grandes manières de produire de l'hydrogène, soit via des énergies fossiles, souvent du gaz naturel, via le vaporéformage, qui est donc fortement émettrice de CO2, vous l'aurez compris, versus l'électrolyse de l'eau à partir d'électricité, alors soit l'électricité peu carbonée du réseau, et idéalement de l'électricité renouvelable. Et quand même aujourd'hui, plus de 80% de l'hydrogène dans le monde est produite à partir d'énergie fossile. Donc il faut quand même avoir ça en tête, et qu'on ne peut pousser la mobilité hydrogène en France que si elle est produite par électrolyse. Ça peut paraître évident, mais je pense que c'est important de le rappeler. Et le deuxième prérequis, en tous les cas sur lequel on pense qu'il faut orienter les politiques publiques, c'est que l'hydrogène est une vraie énergie de territoire. Et c'est un peu, on l'appelle un peu une énergie circuit court. C'est qu'entre l'endroit où elle doit être produite et l'endroit où elle doit être distribuée ou utilisée, ça doit vraiment être le plus court possible, et c'est une vraie énergie locale et renouvelable. C'est
avec ces deux composantes qu'elle prend tout son sens, on va dire l'hydrogène en particulier dans la mobilité. Donc voilà, dans les deux prérequis, on va dire ADEME, c'est vraiment électrolyse de l'eau à partir d'électricité renouvelable et produit localement avec la station de distribution qui doit se situer vraiment pas loin et idéalement au lieu de production. Il est important quand on regarde une famille de carburants alternatifs, de commencer, en tout cas à côté ADEME, c'est bien notre rôle de regarder les performances énergétiques d'une part et environnementales de l'eau. Ça permet aussi d'orienter les choix. À gauche, vous avez juste la comparaison de la chaîne de production, la chaîne et le rendement énergétique de la chaîne de production d'hydrogène jusqu'à son utilisation dans le véhicule. En haut, c'est l'hydrogène, là en rouge, et en bas, c'est la même chose sur l'électricité batterie. Voilà, il faut avoir en tête que la chaîne de production de l'hydrogène et jusqu'à l'utilisation dans le véhicule, en gros, son rendement global, c'est de l'ordre de 30%. Et vous voyez à chaque étape les pertes de rendement, que ce soit la distribution, déjà la production d'hydrogène en elle-même, sa compression, sa distribution et le rendement également de la pile à combustible remarqué. Ça fait que le rendement énergétique n'est pas optimal, il faut l'avoir en tête, c'est de l'ordre de 30%. Là où, pour l'électromobilité batterie, vous avez, voilà, sur la même, on va dire pour un service rendu équivalent, sur un véhicule léger, j'entends, un rendement énergétique de l'ordre de 75%. Il faut quand même l'avoir en tête, puisque voilà, le rendement, le fait de passer par l'hydrogène fait qu'on perd quelques pourcents à chaque fois en rendement. Donc c'est important. Et sur la droite, vous avez une ACV comparée pour un Joule, à peu près 200 000 km sur sa durée de vie, un Joule chargé. On a regardé à gauche, vous avez la partie véhicule élec batterie et à droite, en orange, véhicule hydrogène. Et avec soit un mix électrique français ou un mix d'électricité 100% renouvelable. Dans les deux cas, aussi parce que vous avez ce rendement énergétique associé, voilà, le bilan environnemental n'est pas favorable à l'hydrogène, même si on sait que la batterie, pour un véhicule électrique, vous avez des émissions importantes, une dette environnementale importante au moment de sa construction. Il faut avoir en tête aussi que le bilan environnemental par rapport à l'électricité n'est pas non plus toujours favorable. Donc, l'hydrogène, vous verrez aussi comment on le positionne juste après par rapport à l'électricité, mais en termes énergétiques et environnementaux, voilà, sa pertinence doit toujours être questionnée. Et peut-être un dernier point, on l'a dit, mais dans les atouts clairement de l'hydrogène et de l'électromobilité, peut-être de manière générale, voilà, pas d'émissions à l'échappement, donc compatible avec les ZFE, avec l'idée que voilà, c'est la part amont qui peut être extrêmement émettrice de pollution. Voilà, donc, bon, les grands repères, je reprends un petit peu de redite. Peut-être ce que je peux dire là, c'est dans la qualité d'usage du carburant hydrogène, c'est le temps de remplissage, voilà, quelques minutes versus quelques heures pour électromobilité batterie, ça c'est évident. Et ce que j'ai mis en dessous là dans la petite case, évidemment la compatibilité avec les ZFE. Voilà, clairement, critère 0, hydrogène et électromobilité batterie, voilà, sont les deux énergies qu'il va falloir vraiment pousser et qui est en tout cas les deux seules technologies qui à terme vont répondre aux exigences des ZFE. Je dis bien à terme parce qu'une ZFE, dans son déploiement et dans ses exigences, c'est très très graduel. On n'est pas passé en critère 0 dans 2 ans. Donc, il y a d'autres carburants de transition qui peuvent rentrer dans des ZFE encore plusieurs années. Mais clairement, à terme, l'hydrogène a vraiment cet atout de pouvoir rentrer en ZFE. Si on regarde un peu les deux segments, on va dire véhicules légers d'un côté, et juste après, ce sera les véhicules lourds. Évidemment, sur le véhicule léger, le match, entre guillemets, se joue un peu entre hydrogène et batterie. Je vous ai listé un peu tous les usages. Je pense que l'hydrogène, elle a, dans tous les projets là qu'on a reçus, elle a deux, on va dire, secteurs, deux usages sur lesquels il y a une vraie pertinence. Je pense que le plus important, c'est sur les VUL, mais les VUL à usage intensif, plutôt longue distance, c'est-à-dire qu'ils vont parcourir entre 200 et 300 km par jour chargés,
Là, il y a clairement des limites, en tout cas aujourd'hui, sur l'électromobilité batterie. Et donc, selon nous, voilà, l'hydrogène, pour des gros vuls ou même des vuls inférieurs à 3,5 tonnes, mais chargés avec des tournées quotidiennes importantes, l'hydrogène a un vrai intérêt. Et sur les véhicules légers, c'est aussi un usage intensif qui peut orienter vers l'hydrogène. Les taxis, voilà, qui ont évidemment besoin de temps de remplissage le plus court possible. Voilà, ça pose question sur les lacs batteries, donc l'hydrogène semble être clairement en tout cas une voie en tout cas une pertinence clairement de l'hydrogène pour ces véhicules légers, sur lequel aussi on a pu repérer dans le projet ECO6. Si on passe aux véhicules lourds, là le match c'est pas trop batterie versus hydrogène, mais vous l'aurez compris, c'est plutôt hydrogène et bio-GNV. Alors, je parle de match, mais voilà, nous, ADEME, on est vraiment plutôt à parler de complémentarité, et c'est important. Mais finalement, bio-GNV, hydrogène, ce sont deux carburants pour la longue distance qui ont un peu les mêmes atouts. Et finalement, la conclusion, ça va vite être de dire, attention, à chaque flotte de véhicules, il faudra se poser la question, certainement, entre bio-GNV et hydrogène. Parce que quand on fait le constat, ce sont deux carburants qui permettent de décarboner massivement, et je parle bien de bio-GNV, et je parle bien d'hydrogène vert. Enfin, vous voyez, hein, c'est ça aussi. Hein, je ne parle pas d'hydrogène vaporiformé, et je ne parle pas de GNV. Deux carburants produits à base de renouvelables, deux carburants de territoire. Le bio-GNV est un vrai carburant de circuit court aussi, comme l'hydrogène, adapté à la mobilité dans les deux cas, avec ça, c'est vraiment les atouts, et l'autonomie associée, clairement, font qu'ils sont tous les deux adaptés à la longue distance. Après, des filières à la maturité très différentes, on l'a vu tout à l'heure. Évidemment, un TCO, pour l'instant, bien plus avantageux pour le bio-GNV, même si les tarifs du gaz augmentent, enfin du GNV augmentent beaucoup en ce moment, mais voilà, on est encore sur un TCO bien sûr avantagé, versus une contrainte ZFE va vite orienter vers l'hydrogène. Bon, en tous les cas, on voit que pour ces deux carburants, une vraie coexistence. Et on le voit dans les 4 scénarios de transition 2050 de l'ADEME. Il n'y a pas des scénarios 100% hydrogène ou des scénarios 100% bio-GNV. On est vraiment sur du cas par cas. Et les deux carburants, les carburants et ces deux-là en particulier dans la longue distance, vont coexister. Et c'est pour ça que ça nécessite finalement une étude au cas par cas pour pouvoir dire là, ma flotte, je la convertis plutôt à l'hydrogène parce que j'ai aussi une distribution pas loin de chez moi, et que parce que je traverse tel ZFE, ça me permet aussi de mieux répondre à mon besoin. Mais voilà, il est très hasardeux de, on va dire, segmenter en disant dans tel cas c'est hydrogène, dans tel cas c'est bio-GNV. Mais voilà, je pense qu'il faut rester le plus objectif possible et faire des comparaisons au cas par cas. Un point très rapide, évidemment, je vous ai parlé de report modal tout à l'heure et de ferroviaire et de fluvial. Évidemment, l'ADEME, on regarde un peu l'utilisation d'hydrogène dans le ferroviaire avec on a fait une étude d'opportunité de l'hydrogène en partenariat avec la SNCF qui voit le déploiement potentiel de TER hydrogène sur les lignes fines, c'est-à-dire les lignes non électrifiées sur lesquelles vous avez les fameuses Michelin diesel là, qui circulent encore. Donc voilà, il y a l'idée vraiment d'un bon déploiement aussi, d'une vraie pertinence de l'hydrogène sur le ferroviaire et les transports de personnes en particulier. Et là, pareil, à titre illustratif, hein, des projets et des prototypes de transport fluvial. Donc la fameuse barge Zulu. Là, c'est opéré par Sogestran, un opérateur havrais. Donc des essais cette année aussi. Alors là, avec d'autres contraintes plus réglementaires et normatives sur l'embarquement de l'hydrogène sur un bateau. Là, je crois que la solution était de dire le réservoir est à l'intérieur d'un conteneur, et pour faire le plein, on change le conteneur. Bon, en tous les cas, ce sont des choses qu'on explore, des projets d'innovation qu'on soutient financièrement également, parce que clairement, l'hydrogène a un rôle à jouer dans le ferroviaire et maritime. En résumé, donc l'hydrogène pour la mobilité, vous l'aurez compris,
l'hydrogène est adapté là où l'électrique ne convient plus. Je pense qu'il faut quand même l'avoir en tête. Même on peut lire des articles qui disent que finalement, avec les évolutions telles sur la batterie, que l'hydrogène sur la mobilité routière peut poser question parce que les progrès sur les batteries sont extrêmement rapides. Donc, vous voyez, il y a quand même encore ce genre de questionnement. Je pense qu'il y aura les deux, sans sortir la boule de cristal, mais en tous les cas, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, le rendement énergétique et le rendement, en tout cas l'impact environnemental plutôt défavorable de l'hydrogène vis-à-vis de l'électromobilité fait que on doit le réserver là où l'électromobilité ne rend plus le service. Et ça, c'est essentiellement sur la longue distance, sur les usages intensifs de VUL, sur les taxis, on l'a vu tout à l'heure, là où il y a vraiment besoin d'autonomie. Et parce qu'aujourd'hui, encore, un certain nombre de batteries ne répondent pas au cahier des charges. Sur la longue distance, vous l'avez vu, la complémentarité entre hydrogène et biogène, c'est important parce que voilà, ces deux énergies de territoire, ces deux carburants de territoire ont des atouts à faire jouer et doivent se développer en complémentarité. Et je crois qu'il y a un dernier mot, une dernière slide, et j'en aurais fini. Vous l'aurez compris, l'ADEME est vraiment sur voilà, sortir de l'inconscient collectif qu'un seul carburant peut répondre à tous les usages dans tous les territoires. Ça, ce n'est pas vrai selon l'ADEME. Et que finalement, les collectivités, les entreprises, les gestionnaires de flotte se posent des questions quand maintenant il y a le choix de carburant. Avant, c'était diesel ou diesel, c'était pas trop compliqué. Maintenant, il y a plusieurs types de carburants, et donc il y a vraiment une nécessité d'objectiver un petit peu les choses. Qu'est-ce que l'ADEME travaille en ce moment? Deux choses, c'est des outils de la décision pour des gestionnaires de flotte qui, en fonction d'un certain nombre de critères, vont essayer d'orienter un choix en disant, bah voilà, le TCO c'est ça, le bilan environnemental c'est ça, le bilan énergétique c'est ça, la proximité avec un réseau d'avitaillement, c'est ça. Donc, pour mon cas à moi, voilà, la préco est plutôt d'aller vers l'hydrogène. Donc, ces outils d'aide à la décision, on est en train de travailler dessus. Et un deuxième point, les pouvoirs publics financent beaucoup des stations d'hydrogène via EcoSys-H2, mais aussi des stations de biogène-V, des IRVE. On va financer des IRVE. Donc, tout ça, on est en train de financer des réseaux d'avitaillement. Et tout ça doit se faire en bonne intelligence, en complémentarité. Et donc, un peu sur le modèle des schémas directeurs d'IRVE, il va falloir réfléchir de manière un petit peu plus globale sur un territoire à des schémas directeurs carburants alternatifs. Voilà, ça nous paraît assez important d'optimiser ces fonds publics, d'optimiser les ressources de chacun des territoires. Et voilà, il y a des territoires où il y aura peut-être plus de biogène-V, des territoires où il y aura plus d'hydrogène. Mais en tous les cas, tout ça doit se faire en grande complémentarité. Donc, voilà, c'est ce qu'on va essayer de pousser, c'est pourquoi pas mettre au point une méthodologie pour des schémas directeurs d'infrastructures de carburant alternatifs. Voilà, j'en ai fini. J'espère que j'ai été clair. Peut-être y a-t-il des questions? Alors, oui, il y a des questions. Je ne sais pas si j'ai la main là. Oui, voilà. Il y a des questions. Merci Nicolas Doré. Alors, il y en a qui sont sur le chat et ça me permet de vous dire que de ne pas hésiter à inscrire vos questions. Ça permet de les reprendre plus facilement. Alors, il y en a une qui concernait le moteur thermique. L'hydrogène utilisé dans les moteurs thermiques, est-ce que finalement, ça ne serait pas une meilleure solution pour réduire la dépendance extérieure face au risque d'approvisionnement de métaux et puis sécuriser la souveraineté industrielle tout en réutilisant les compétences que l'on a autour des moteurs thermiques? Je ne sais pas si vous avez un avis sur ce point. Oui, alors c'est vrai. Alors ça, c'est un peu la réponse des constructeurs historiques qui ont depuis des dizaines et des dizaines d'années la compétence sur les moteurs à combustion interne et que les pure players, les nouveaux entrants n'ont absolument pas. C'est-à-dire que un Tesla est rentré sur le marché et il n'a pas pu le faire avant parce qu'il ne pouvait pas avoir cette compétence développée depuis des dizaines d'années. L'hydrogène thermique, elle me semble quand même souffrir du vrai désavantage. Alors du bruit, quand même, on parle de ZFE, de polluants locaux, c'est une chose, mais clairement les métropoles et globalement, au fur et à mesure le territoire va demander quand même des véhicules moins en moins bruyants. Alors des gens
regrette l'absence de bruit d'un véhicule électrique. Je pense quand même que la tendance va être sur la pile à combustible pour ces histoires de bruit. Donc pour moi, c'est un désavantage. Et sur la partie NOx, j'ai l'impression que les choses ne sont quand même pas réglées. Hein, même des constructeurs historiques, ils se cassent un petit peu les dents finalement là-dessus. Donc voilà, du coup, ça veut dire que le vrai avantage de l'hydrogène électrique, notamment sur le critère zéro et la compatibilité avec les SDFE, on risque fort de les perdre avec l'hydrogène thermique. Donc voilà, ça pose quand même question. Alors, j'ai pas de boule de cristal, évidemment, mais pour moi, ça pose question sur l'intérêt de ça, notamment sur le véhicule léger, sur le transport de marchandises, le transport de personnes. Il peut y avoir des engins spéciaux de chantier qui pourraient tourner évidemment avec des moteurs à combustion interne hydrogène. Mais bon, je pense que globalement, on va s'orienter vers. Bon, je suis enregistré, on verra dans 10 ans, mais on s'orientera plutôt vers l'hydrogène électrique. Après, la dépendance métaux, alors, vous voyez, j'ai pas idée de s'il y a une différence très importante de quantité de matériaux mobilisés pour faire une pile à combustible d'un côté et un moteur à combustion interne de l'autre. Ou en termes d'impact et consommation de matière, je ne peux pas vous dire si c'est mieux ou pas de partir sur un moteur à combustion interne. Étude ACV à faire, d'accord. Voilà. Alors, il y avait une petite question là sur les schémas directeurs d'infrastructure de carburant alternatif. Est-ce que vous avez une idée qui peut porter ça? C'est une vraie question. On est vraiment là au stade un peu de l'idée. On sent qu'il y a eu des initiatives de collectivités en fait qui se sont dit mais je peux pas faire un SDIRV d'un côté sans regarder ce qui s'est passé en bio-GNV de l'autre. Moi, j'imagine que les SDICA, si on doit les appeler comme ça, seront portés par les mêmes organisations qui portent les SDIRVE, donc plutôt les collectivités. Les SDIRVE, c'est réglementaire. Les SDICAS, il va falloir qu'on sorte on va dire une méthodologie et ce sera plutôt au début sur la base du volontariat. Après, je pense que ce serait un peu les mêmes autorités organisatrices de mobilité qui seraient en charge de ces schémas directeurs. Mais là, on est plutôt vous voyez, à chaque intervention, souvent j'en parle et je vois un petit peu la réaction. Ça permet de voir s'il y a un vrai besoin. Et en fonction de ça, nous, on portera ce guide, cette méthode avec des gens plutôt, on va dire, en avance de phase. Et à terme, ça pourrait être quelque chose de réglementaire. Et donc, ce serait porté par les collectivités. D'accord. Alors, moi, j'avais une question sur. Vous avez. Alors, est-ce que dans la manière de distinguer bio-GNV et hydrogène, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur l'acceptabilité par les populations et est-ce que c'est pas un moyen de distinguer les deux? Est-ce qu'on a des données là-dessus ou pas? Alors, c'est vrai que le bio-GNV, ils ont lié à un méthaniseur. Il y a clairement, un peu comme des éoliennes, il y a toujours des gens qui voient d'un mauvais œil l'apparition d'un méthaniseur, pas loin de chez eux, la pollution visuelle, voire olfactive. En tout cas, bien sûr qu'il y a toujours ces questions-là. Finalement, une production d'hydrogène, c'est une installation classée pour la protection de l'environnement avec des risques industriels associés. Donc, je pense que rapidement, il y aura aussi ces besoins de jauger un peu l'acceptabilité sociale de ces dispositifs de production, de ces unités. Alors, j'ai pas de chiffres à vous donner particuliers. C'est vrai que globalement, l'acceptation sociale des énergies renouvelables, c'est un vrai sujet. Hein. Mais j'ai pas l'impression que l'hydrogène ait un avantage de plus par rapport au bio-GNV. Ce sont deux installations industrielles avec des risques propres à leur technologie. Mais dans les deux cas, il y a quand même, ce sont des installations classées. Donc, je suis pas sûr que ce soit j'ai pas l'impression, que ce soit un facteur différenciant, en fait, dans l'acceptabilité. Je suis pas sûr que des gens qui soient absolument contre un méthaniseur disent OK pour une installation de production d'hydrogène. Alors, il y a quand même une question là, je l'avais aussi un peu sur ce qu'on appelle la taxonomie, hein, donc c'est la classification de l'hydrogène en fonction de la source électrique.
donc l'hydrogène vert non carboné. Alors, dans votre présentation, bon, la taxonomie aujourd'hui, elle évolue, notamment avec la présidence française de l'Union européenne, où on inclut aussi l'électricité faiblement carbonée ou décarbonée, comme le nucléaire, etc. Est-ce que vous avez une position qui est celle de l'ADEME, ou qu'est-ce que dit l'État aujourd'hui sur ces questions-là? Alors, je ne sais pas si ça répond à la question. Alors, c'est laquelle? C'est comment se fait-il que la mobilité hydrogène exige un hydrogène vert non carboné, alors que la mobilité électrique n'a aucune contrainte de source d'électricité? Bon, ce n'est pas tout à fait la même question, mais vous voyez, il y a… Oui, alors, bon, la taxonomie, effectivement, c'est un sujet assez complexe. Peut-être pour répondre, quand je dis les exigences à ADEME, c'est pas des exigences, c'est que on a, voilà, quand on est opérateur de fonds type France 2030, qu'on s'appelle l'ADEME, et qu'on veut soutenir le déploiement d'une filière hydrogène, c'est pas des exigences réglementaires, ce sont un peu des critères techniques que l'ADEME donne, qui forcent, en tout cas qui amènent la filière vers, on va dire, un impact geste le plus limité possible, avec cette idée que si on soutient les pouvoirs publics soutiennent la mise en place de production d'hydrogène, que ce soit le plus vertueux possible. Donc, on soutient l'hydrogène par électrolyse, mais on le soutient quand c'est électricité réseau, on le soutient un petit peu plus quand c'est électricité 100% renouvelable, mais on soutient les deux. Et il n'y a pas de réglementation. Vous pouvez produire de l'hydrogène vaporéformé demain matin, il n'y a pas de souci, mais je pense que ça paraît assez logique que l'ADEME ait des critères environnementaux dans les projets qu'elle soutient. Et on soutient encore un petit peu plus ceux qui sont, on va dire, pas irréprochable, mais en tout cas démonstrateur, en utilisant de l'électricité 100% renouvelable. Ouais, sur la taxonomie, c'est effectivement tellement fluctuant. On est globalement à la position française, en tout cas l'ADEME émet des idées, en tout cas émet un avis, mais en tout cas la position française n'est pas toujours celle de l'ADEME et vice versa. Mais on a évidemment à cœur de pousser l'électricité 100% renouvelable pour la production d'hydrogène. Après, déjà l'hydrogène produite à partir d'électrolyse, même électricité réseau, nous semble être quelque chose de pleinement acceptable quand on va le comparer à du vaporéformage. Oui. Oui, ça c'est sûr. Partant du vaporéformage, ça c'est clair. Voilà. Mais c'est un débat que la France a avec l'Allemagne, mais j'ai l'impression que l'arbitrage se fait plutôt en faveur de la France, qui promeut l'électricité carbonée au sens large, donc incluant le nucléaire, me semble-t-il. Enfin, voilà, d'après ce que j'ai vu dans la presse récemment. C'est ça. Mais je pense que tout peut bouger. Enfin, voilà, la présidence française ne dure que 6 mois. Qu'est-ce qui se passera dans les 8 mois? C'est pas évident. Alors, on est un peu, même à l'ADEME, on est un peu spectateur. D'accord, oui, ok. Alors bon, il y a encore beaucoup de questions, mais je vous propose de les garder. Ça va nous permettre d'avancer. Peut-être qu'il y a des questions auxquelles on va répondre, mais je ne peux pas toutes les prendre là, sinon on va y passer encore 1 heure. Donc je voudrais qu'on avance. Donc je vais donner la parole à Lucas Toussaint, qui est de la région Hauts-de-France, sur une cartographie des projets mobilité en Hauts-de-France. Donc Lucas, je te laisse la parole. Oui, merci Jean. Du coup, c'est de votre côté que vous faites défiler les diapos? Oui, voilà, oui. Ok, parfait. Eh ben, merci. Je complète un peu les propos de l'ADEME. Alors, et j'en profite pour remercier Nicolas Doré. Je pense qu'on a un bon aperçu des différents choix qui peuvent se poser pour une collectivité quand il s'agit de renouveler ses flottes de véhicules, et surtout des différents critères à intégrer dans ces réflexions. Ce qu'on voulait faire en complétant cette présentation, c'était de cette fois-ci se focaliser sur l'expérience des collectivités et de mettre en avant quelques-unes des expériences développées par ces collectivités sur l'hydrogène, dans le sens où un retour de terrain complète toujours très utilement on va dire, la théorie et les réflexions amont qui peuvent être développées pour un projet hydrogène.
Alors, le point de départ, c'est... On peut quand même estimer que les appels à projets de l'ADEME qui ont été mentionnés et que je pense que tout le monde connaît sont un passage incontournable pour le déploiement des projets hydrogène. Depuis 2019, donc il y a eu plusieurs vagues, il y a plusieurs appels à projets qui se sont enchaînés. Donc aujourd'hui, on dispose quand même on va dire d'un portefeuille de projets qui ont été labellisés par l'ADEME et qui sont accompagnés. Il y en a certains d'entre eux qui sont donc passés à des phases de réalisation. Ça veut aussi dire que l'ensemble de ces projets ont développé une expérience pour monter des projets hydrogène. Je pense que vous avez tous compris ou deviné ou être au courant que monter un projet hydrogène, c'est relativement complexe dans le sens où ça fait appel à de nombreux acteurs, utilisateurs potentiels de l'hydrogène pour la mobilité. Et c'est des sujets relativement nouveaux qui peuvent aussi impacter les contraintes d'exploitation des flottes, publiques ou professionnelles, et donc qui s'opposent quand même dans de nouvelles dimensions. Si on passe sur la diapo suivante, ça montre quand même qu'il faut considérer un certain nombre de sujets. Notamment, alors là, j'ai pris que l'exemple de Montpellier, parce que c'est le plus récent et qu'on a pu voir dans la presse il y a quelques semaines que finalement, la métropole de Montpellier, qui avait été sélectionnée donc, par l'ADEME et qui avait monté un projet hydrogène, a décidé récemment de mettre en suspens son projet hydrogène après avoir considéré donc, des coûts d'exploitation. Donc, ce qu'il faut, je pense, avoir en tête aussi et bien analysé au stade du montage des dossiers, c'est non seulement les coûts d'investissement donc supplémentaires dans l'hydrogène, mais aussi les contraintes d'exploitation qui peuvent être générées derrière. Alors, ce n'est pas toujours des contraintes, mais il y a des modifications qui peuvent être substantielles. Et il me semble que c'est assez intéressant à les intégrer assez tôt pour éviter justement des surprises un peu ultérieures. Alors, si on se focalise sur les projets qui sont... Enfin, les collectivités qui ont déjà expérimenté des bus pour prendre ce véhicule, il y en a quelques-unes qui ont testé, expérimenté des bus à hydrogène, donc de différents constructeurs. Depuis le 2019, alors ce n'est pas forcément exhaustif, mais on a pu voir quelques expérimentations en cours. Là, j'ai mis en lumière l'expérimentation de Houdin, tout simplement parce que, puisqu'on s'adresse à des acteurs des Hauts-de-France, ça me semble réellement intéressant et une vraie chance d'avoir une des premières expériences de déploiement de 6 bus hydrogène sur notre territoire. Ça veut dire qu'il y a vraiment du retour d'expérience à aller chercher auprès du syndicat mixte des transports d'Artois-Gohelle. Si on élargit un peu la dimension, il y a aussi, et ça a été noté dans l'intervention précédente, Le Mans, dernièrement Auxerre qui a mis en service des bus à hydrogène, l'agglomération de Pau qui avait un grand projet aussi. Donc c'est vraiment, je pense, des homologues que vous, au niveau des collectivités, vous pouvez contacter pour bénéficier aussi de leur retour d'expérience en termes de freins, de difficultés, d'opportunités aussi. Sur cette diapo, alors là, je me penche juste sur peut-être ce cas, le syndicat mixte des transports urbains de Pau. C'est intéressant de voir quel était le raisonnement et quelles ont été les motivations qui les ont conduits vers des solutions hydrogènes plutôt que de retenir une solution tout électrique ou bio-GNV. C'est aussi intéressant de voir comment ont été réalisés et structurés le montage de projets, les partenariats et la recherche de financement. C'est vraiment les composantes qui nous semblent nécessaires de travailler au stade de montage de projet. Là, en l'occurrence, donc pour le syndicat mixte des transports urbains de Pau, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, c'est dans les performances d'exploitation recherchées et la faisabilité technique aussi des installations nécessaires que s'est trouvée la solution hydrogène. Je pense que pour ce sujet, comme pour beaucoup d'autres, à chaque fois, l'hydrogène n'est pas une solution systématique, comme ça l'a été bien dit dans la présentation, pardon, mais peut concerner que
quelques bus dans une flotte beaucoup plus globale. Si on passe à un autre exemple, alors un autre exemple hors de la région. Alors, je ne détaillerai pas l'expérience du syndicat mixte des transports Artois-Gohelle, d'une part parce que probablement elle est bien connue des participants à ce webinaire. Deuxièmement, parce qu'il y aura d'autres webinaires où on veut vraiment donner la possibilité au syndicat mixte des transports Artois-Gohelle de présenter leur expérience plus dans le détail. Donc là, je parle un peu de ce qui peut exister aussi ailleurs qu'en Hauts-de-France. Donc Île-de-France Mobilité, eux, ont souhaité tester deux montages, c'est surtout deux types de véhicules. L'un de Van Hool, donc sur du full hydrogène, et un autre de Safra, ce qui veut dire qu'ils ont aussi un retour d'expérience et une analyse comparative de choix technologiques qui est aussi intéressant en tant que gestionnaire de flotte. Alors, ça, c'est un extrait que je ne vais pas détailler parce que je pense que ce sera dit de toute façon par Damien dans la présentation suivante. C'est par contre une ressource utile qui s'intitule le livre blanc, donc comment déployer des bus électriques à hydrogène en France. L'idée, c'est de montrer dans quelle situation et typologie le bus à hydrogène peut être d'un intérêt énergétique et environnemental et même technique par rapport à d'autres alternatives. Donc c'est un document qui est assez utile pour se projeter dans un renouvellement de flotte. Alors en ce qui concerne les projets des Hauts-de-France, alors quand je dis projets, ça peut être des projets qui sont à différents stades de maturité, au stade de réflexion comme au stade de réalisation ou d'exploitation, en l'occurrence pour le syndicat mixte des transports Artois-Gohelle. Vous pouvez voir qu'il y en a un certain nombre. Alors l'idée, c'est pas de faire une liste à l'après-vert ou d'être exhaustif. J'en ai peut-être oublié et je m'en excuse d'avance. L'idée, c'est surtout de vous montrer qu'il y a une grande diversité, qu'il y a beaucoup de choses et c'est assez dynamique et qu'il y a forcément de la richesse à trouver du partage d'expériences autour du montage des projets. Alors, je vais peut-être commencer avec la communauté urbaine de Dunkerque et puis laisser tout de suite la parole à Xavier Deren, qui, je crois, est en ligne pour qu'il nous présente en quelques mots donc le projet sur la communauté urbaine de Dunkerque et surtout les motivations, donc l'origine du projet. Ça, par rapport à ce qu'on a dit, c'est important de le mettre en avant. Et peut-être une ou deux spécificités de ce projet qui est porté par le territoire. Effectivement, Dunkerque est un site qui doit développer l'hydrogène dans le cadre de sa stratégie de décarbonation de l'industrie, principalement. C'est la grosse masse d'hydrogène. Et l'idée était de développer également, dans la mesure où on est sur un corridor transeuropéen de transport, excusez-moi, mais je viens de monter 2 étages très rapidement. Dans la mesure où on est sur un corridor transeuropéen de transport, mer du Nord, Méditerranée, qui concerne les 3 modes qui arrivent à Dunkerque, le mode fluvial, le mode ferroviaire et le mode routier. L'idée était de déployer des stations hydrogène sur le territoire. Et donc, on a travaillé avec un opérateur pour créer une première station dédiée à la mobilité qui sera adossée à notre centre de valorisation énergétique. Et pour créer une première flotte captive de cette station, on a décidé donc d'acquérir 10 bus hydrogène pour lequel on a lancé l'appel d'offres tout récemment. On est dans la phase d'analyse des candidatures. 4 baumes, 4 bennes ordures ménagères hydrogène. Donc là, on a fait le choix de faire du rétrofit de baumes existantes, pour favoriser aussi cette filière et développer aussi cette filière, puisque la mobilité hydrogène passera par des véhicules neufs, mais aussi par le rétrofit de véhicules existants.
et également 3 véhicules de collecte d'ordures ménagères, véhicules Amplirol, qui seront eux neufs, puisqu'on est un peu tendu sur ces véhicules-là. Donc voilà le choix que nous avons fait en matière de mobilité hydrogène. L'objectif d'ouverture de la station, c'est début 2024, donc on est dans les phases d'appel d'offres pour tous ces véhicules et pour le rétrofit concernant les... Alors, j'en profite pour agir. Merci, Monsieur Deren. Vous avez mentionné le rétrofit et ça fait quoi une question que je vois dans le chat. En effet, on ne l'a pas mentionné, le rétrofit prend de plus en plus d'ampleur. Je ne sais pas si Damien avait prévu de le mentionner, mais est aussi une solution qui permet donc de ne pas acquérir des véhicules neufs. Et c'est une solution donc, qui apparaît être de plus en plus viable. Certains opérateurs du rétrofit sont déjà en train de travailler sur des autocars à hydrogène, dont un qui est chez nous en Hauts-de-France, hein, donc on est plutôt content de l'accompagner. On le fera intervenir lors du 2e webinaire qui sera la version plus spécialisée de ce premier webinaire qui était un webinaire plus de sensibilisation. Mais donc, on en parlera plus en détail la prochaine fois. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant par rapport à ce rétrofit, hein, c'est que l'opérateur avec lequel on négocie, hein, puisqu'on est sur des marchés négociés pour ces appels d'offres-là, l'opérateur avec lequel on négocie, en fait, profite de cet appel d'offres pour faire de la R&D qui lui profitera pour d'autres rétrofits sur l'ensemble du territoire national. Donc, si je prends par exemple Calais, alors je vais aller assez rapidement. Hein. L'idée, c'est surtout de vous indiquer les choses qui sont en cours et ensuite de provoquer des échanges quand ils sont pertinents. Alors, sur le territoire de Calais, le constat et la motivation pour travailler sur l'hydrogène vient surtout de l'identification d'une position stratégique hein, pour travailler à l'échelle d'un gros corridor. Quand on parle de corridor, Calais, il faut savoir que c'est pas loin de 2 millions de poids lourds qui transitent par an. Donc, c'est un nœud au niveau des flux de transport qui est incontournable et d'une importance capitale. Des réflexions sont en cours aussi chez un des grands opérateurs de ce transport, donc Eurotunnel. Donc, l'idée, c'est d'évaluer l'importance et les possibilités d'utiliser l'hydrogène, étant donné ces grands flux sur le territoire. C'est vraiment ce qui a conduit et ce qui a initié la réflexion. Le syndicat mixte des transports Artois-Gohelle, donc un projet qui est quand même assez bien connu aujourd'hui, donc 6 bus à hydrogène qui ont été mis en service et en exploitation commerciale en 2019. Donc, ça fait un beau retour d'expérience à explorer. C'était une des premières opérations en France et donc on peut signaler qu'il y a 3 bus aussi qui vont se rajouter à la ligne exploitée et que ce projet hydrogène s'inscrit dans un projet global et très ambitieux de bus à haut niveau de service qui concerne le territoire. L'hydrogène s'étant révélé être un choix énergétique pertinent pour une des lignes avec de grandes distances à parcourir. Pour passer sur un territoire peut-être un peu plus rural, où la question des transports n'est pas aussi marquée, donc la CC2SO, la communauté de communes Somme Sud-Ouest, ce qui est intéressant, c'est que finalement, le projet de territoire qui a embrassé la collectivité s'oriente plutôt sur la valorisation de ses ressources, et notamment de ses ressources électriques avec un très important parc éolien installé. L'hydrogène étant vu comme moyen aussi de créer des nouvelles richesses pour le territoire. Alors, l'originalité du projet réside aussi dans le fait où il a été pas aussi simple qu'ailleurs de réunir des utilisateurs et des volumes d'hydrogène importants pour justifier l'installation d'infrastructures. Et donc, la collectivité a mené un travail remarquable d'identification et de création d'un collectif d'utilisateurs avec beaucoup d'entreprises hein, du BTP, de la logistique, de la mobilité qui se sont associés à ce projet.
Sur le territoire de limite métropole, donc je reviens sur un territoire très urbain, assez dense. Ce qu'on peut dire sur les origines du projet, c'est que, étant donné les caractéristiques urbaines, il y avait une dimension des transports publics très important et donc un sujet potentiel pour l'hydrogène assez évident. Donc la collectivité a été approchés par des industriels qui leur ont proposé de travailler sur un projet commun hydrogène. Et finalement, une des particularités, je trouve, de ce territoire, c'est qu'elle a mis en œuvre une procédure allégée de mise en concurrence pour retenir un industriel et monter ensemble ensuite un projet qui a été soumis donc à l'ADEME et avec un nombre de véhicules assez conséquent à hydrogène, puisqu'on parle de plus de 40 véhicules. Je mentionne aussi le projet de Tupigny. C'est un projet qui me semble spécifique mais fort intéressant. L'idée, c'était d'implanter dans un territoire rural, une commune avec assez peu de population. Donc, a priori, des difficultés à réunir beaucoup d'usages hydrogène. Et finalement, l'idée qui a été apportée par un développeur éolien a été d'implanter une borne de recharge d'hydrogène, donc associée à l'électricité produite par le parc éolien, et avec une mise à disposition gratuite de véhicules en autopartage. Donc, l'intérêt de l'hydrogène étant sur la réduction des temps de recharge du véhicule, et puis donc permettant de garantir aussi une autonomie importante pour l'autopartage. Et puis enfin, une autre configuration qui est intéressante aussi dans le pays du Compiègnois, où là, finalement, la logique qui a conduit le territoire à s'intéresser à l'hydrogène vient à la fois de la présence d'industriels qui sont consommateurs d'hydrogène, qui ont immédiatement un sujet sur la substitution et la production locale en hydrogène renouvelable, et une situation géographique qui est opportune, avec au port de Paris, donc la présence de grands flux de transport, d'infrastructures telles que l'autoroute A1, et donc une capacité aussi à capter des flux et une future densité, enfin une future demande en hydrogène. Là, en l'occurrence, les gestionnaires de flotte publique ne se positionnent pas forcément sur une acquisition de véhicules hydrogène, pour autant s'impliquent et réfléchissent à un projet hydrogène plutôt dans une logique de coordination des différents acteurs. C'est des projets qui sont susceptibles de rassembler pas mal d'acteurs qui n'ont pas toujours l'habitude de travailler ensemble. Donc c'est toujours intéressant de voir qu'une collectivité aussi s'empare de ces sujets et y contribue à ce titre. Si on passe à la slide suivante. Alors, je ne sais pas si Monsieur Deren nous a rejoint. Non, toujours pas. Non. Je vais demander de te reconnecter, on va voir. Il ne voit pas le bout, on ne comprend pas, mais écoute. Non, mais ce n'est pas très grave. Je peux peut-être dire un mot sur la communauté urbaine de Dunkerque. Si non, mais il va ou passe et puis il reviendra après, parce que peut-être dans 2 minutes, il va y arriver. Voilà. Désolé. Entendu. Alors, quelque chose qui me semblait aussi intéressant par rapport à tout ce qui a été apporté comme information là, sur l'hydrogène. Je voulais mentionner aussi 3 retours d'expérience qui me paraissent intéressants, plutôt sur une analyse un peu plus large des possibilités de renouvellement de véhicules en embrassant l'ensemble des carburants alternatifs donc, qui sont possibles d'intégrer. D'une part, pas mal d'études qui sont en cours côté Norlink. Donc Norlink, c'est une association donc, qui regroupe les ports et les acteurs du ferroviaire des Hauts-de-France et qui a lancé, avec le souhait de traiter cette question des carburants alternatifs, qui a lancé une série d'études pour nourrir les réflexions des acteurs du fluvial quant aux possibilités de remotorisation et aux nécessaires choix énergétiques à faire dans ce cadre. Donc l'idée, c'est
d'engager une démarche avec l'ensemble des acteurs et d'évaluer les différents scénarios. Ça rejoint un peu l'esprit de ce qui a été cité par Nicolas Doré sur des schémas directeurs. Donc là, certes, ça ne concerne que le fluvial, mais l'idée, c'est bien d'imaginer un futur maillage de solutions, de stations d'avitaillement en capacité de répondre aux futurs besoins du monde de la batellerie. Donc c'est très intéressant et c'est une démarche en cours avec déjà quelques livrables et retours d'expérience. Côté Douaisis agglomération, on peut mentionner aussi que c'est un territoire qui a déjà un certain nombre d'actifs et d'atouts sur l'hydrogène, avec le centre de liquéfaction de Air Liquide, des ressources aussi électriques renouvelables. On voit que la dimension des ressources sur le territoire sont importantes. Donc des atouts de poids pour l'hydrogène. Pour autant, le choix qui a été fait est plutôt de lancer une étude comparative multicarburant pour justement évaluer l'intérêt de chaque solution énergétique et les possibilités d'évolution de la flotte dans un paysage qui est très polyforme en termes d'énergie. On voit bien qu'il n'y aura pas une seule solution. Donc ça répond aussi à cette volonté d'évaluer l'ensemble des solutions. Et puis nous-mêmes, côté Hauts-de-France, on peut citer aussi un retour d'expérience sur les TER. Une analyse aussi a été réalisée pour étudier les possibilités apportées par des TER à hydrogène sur les lignes non électrifiées. Mais encore une fois, en intégrant aussi les autres possibilités qui ont été évoquées précédemment, biogène V, batterie. Et finalement, dans les analyses techniques qui ont été réalisées, et par rapport aux lignes qui étaient concernées, tout ça, c'est des cas particuliers. La recette n'est pas la même d'un territoire à l'autre. Finalement, les axes de réflexion qui ont été retenus sont biogène V et batterie. Donc voilà, en conclusion, alors moi ce que je vois, c'est que dans cette filière naissante qui est en cours de structuration, cette dimension apprentissage et partage d'expérience me semble assez capitale. C'est aussi ce qu'on voulait favoriser avec ce type de webinaire. C'est bien de montrer qu'il y a pas mal de choses et de réflexions sur les territoires et d'inviter les acteurs à dialoguer, à prendre contact quand ce n'est pas encore le cas. L'hydrogène n'est pas toujours la solution la plus adaptée. Bon, je ne reviens pas dessus, ça a été largement dit par l'ADEME. L'idée, c'est du coup de bien faire des analyses fines au cas par cas pour déterminer les bonnes solutions à retenir. Et effectivement, qu'on se trouve aussi dans un contexte global où, pour rejoindre ce qui a été dit précédemment, les schémas directeurs de déploiement de stations nous paraissent également à nous, en région, assez importants pour planifier notamment le déploiement des infrastructures. Je vous ai mis également quelques ressources utiles qui me paraissent d'une grande aide quand on veut se lancer une réflexion sur l'hydrogène. Et je crois que j'en ai terminé. Donc, Lucas, je crois qu'on a terminé. En tout cas, on a vu la diversité des projets. Et j'ai envie de dire, rien ne vaut d'étudier un peu en amont parce qu'en fait, on s'aperçoit que l'hydrogène trouve son chemin avec différents facteurs, soit un industriel qui n'est pas loin, soit de l'éolien qui n'est pas loin, soit un énorme marché comme à la MEL. Enfin, il y a plusieurs facteurs qui font que l'hydrogène peut avoir un sens pour une collectivité. Je ne sais pas si je résume, mais c'est en tout cas ce qui me saute aux yeux en écoutant tout ce que tu as dit. En tout cas, merci Lucas. Et donc, on va rentrer peut-être encore plus dans l'opérationnel d'un projet hydrogène avec Damien qui a l'habitude de monter des dossiers justement pour l'ADEME. On en a monté quelques-uns et avec succès, il faut quand même le dire. Donc, l'idée, c'est de vous habituer à quelques chiffres, à quelques réflexes pour monter un projet hydrogène. Ce qu'il faut savoir, on ne pourra pas tout dire, mais on va essayer d'en dire le maximum. Enfin, Damien, je te laisse la parole. Voilà. Oui, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi. L'idée, c'est d'avoir quelques éléments méthodologiques, quelques repères pour essayer de comprendre un petit peu
de quoi on parle concrètement et puis comment on fait pour monter un projet. Donc, je suis revenu un petit peu sur l'essence. Pourquoi on parle de l'hydrogène aujourd'hui? En fait, c'est très simple. C'est très simple. L'hydrogène, c'est l'élément le plus léger au monde et en même temps, c'est énergétiquement très dense. Donc, on comprend tout de suite que d'un côté, on a un intérêt poids à volume, on a 3 fois la densité, poids énergie, on a 3 fois la densité du pétrole. Donc, c'est extrêmement énergétique en termes de poids. Maintenant, les limites. Aujourd'hui, l'hydrogène, c'est 98% de vaporéformage pour la production dans le monde, avec une production qui est de l'ordre de 10-11 kg de kilogrammes de CO2 par kilogramme d'H2, avec un rendement à environ 80 voire 85% sur les unités de vaporéformage. Donc, une unité hyper énergétique, mais hyper émettrice de CO2, et forcément, puisqu'on part du méthane, du gaz naturel, avec un rendement aux alentours de 80%, un prix à la production qui est forcément plus élevé que celui du méthane. En production par électrolyse, donc on est aux alentours de 2-3 € kg aujourd'hui, le prix d'H2 carboné, et vous le comprenez bien, ça dépend uniquement, ou en tout cas en très grande majorité, du prix du gaz naturel. Donc un prix qui est logiquement en augmentation forte ces derniers temps. Quand on parle de production par électrolyse, puisqu'on a parlé principalement de production par électrolyse, aujourd'hui, on parle d'un rendement entre 70 et 80%. Si on prend toute la chaîne, on va dire un rendement moyen aux alentours de 75%. On a besoin de 50 à 55 kWh pour 1 kg d'hydrogène. Et là où je vais rejoindre l'ADEME tout à l'heure, c'est si on prend le mix électrique français, dernière donnée ADEME, base ADEME, on est sur du 51,7 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc pour 50 à 55 kWh et donc 1 kg d'hydrogène, on est aux alentours de 3 kg par CO2 d'hydrogène. Donc on se rend compte tout de suite, et évidemment, qu'entre utiliser un hydrogène vaporéformé et un hydrogène produit par électrolyse, il y a un rapport en termes de CO2 entre 2,7 et 3, entre 3 et 3,5, qui est extrêmement intéressant. Avec un prix d'équilibre entre l'hydrogène vert et le diesel, qui est situé environ à 9 € du kilo, avec l'hydrogène vert aujourd'hui qui ne supporte une seule taxe, c'est la TVA, et le diesel qui supporte toutes les taxes que vous connaissez et qui font tant parler. Pourquoi on parle d'hydrogène pour la mobilité? C'est très simple. On l'a déjà dit plusieurs fois, hein, l'hydrogène peut être produit sans émission de CO2 sur le site de production. La combustion d'H2, on en a parlé tout à l'heure, émet pas ou très peu de CO2. Elle peut émettre des NOx et des SOx, mais en tout cas, pas ou très peu de CO2. L'hydrogène converti en électricité avec l'utilisation d'une pile à combustible n'émet pas de gaz à effet de serre, donc on n'a aucun doute sur la pérennité de cette filière vis-à-vis de l'accès aux ZFE. L'hydrogène est transportable, l'hydrogène est extrêmement énergétique, et donc les véhicules à hydrogène, ils ont toujours une meilleure autonomie que leur équivalent électrique, sans avoir un point important de batterie à transporter, hein. On évite la tonne de batterie qu'il peut y avoir aujourd'hui sur un véhicule Tesla, pour ne pas les citer, si on cherche un véhicule avec des autonomies à peu près équivalentes. Un plein de véhicules à hydrogène dure autant que celui d'un véhicule essence ou diesel, donc si ce n'est pas un problème pour un véhicule particulier, dès qu'on rentre dans des flottes opérées par du privé, où les véhicules doivent tourner le plus possible, passer 1 heure ou 2 heures devant une pompe, ça pose un problème. C'est un problème qu'on ne retrouve pas avec l'hydrogène. Et puis, un dernier avantage, on pourra en citer d'autres, mais en tout cas, un qui me semble important,
c'est que l'utilisation d'une pile à combustible est silencieuse. Donc, vous avez l'équivalent d'un véhicule électrique en termes de bruit, avec une autonomie de véhicule essence ou diesel. Et donc, pour donner pourquoi je parle de ça, pour vous donner un exemple, si je ne dis pas de bêtises, c'est qu'à Dijon, l'idée, ça a été de passer les baumes à hydrogène en ayant comme principe qu'au lieu de tourner uniquement la journée, elles peuvent tourner quasiment en 3/8, puisque la majorité du bruit, il est produit à l'accélération de la benne à ordures ménagères, bruit qu'on ne retrouve pas avec les véhicules à hydrogène. Quels désavantages maintenant? Parce que c'est bien beau, on a dressé un beau portrait, mais quels désavantages? En fait, on en a parlé, problème du rendement, du rendement à la conversion. Hein. Aujourd'hui, un mégawattheure de gaz naturel, alors j'ai noté 40 €, là, c'est vraiment très putatif parce qu'il y a un an, on aurait parlé de 20 €, on est en train de parler plutôt de 80 € et plus, mais si on prend un prix de 80 €, le biométhane aujourd'hui se situe à 80-100 €, donc le bio-GNV, il va se retrouver à peu près dans ces eaux-là. Hein. L'hydrogène gris, on est déjà à 60 à 70 € aujourd'hui sur les prix qu'on connaît au mégawattheure. L'hydrogène vert, on parle plutôt de 180 à 220 €. Donc forcément, l'hydrogène vert est compétitif en termes de CO2, mais pas forcément compétitif en termes de coût. À l'inverse, l'hydrogène gris, compétitif vis-à-vis du biométhane, mais fortement émetteur de CO2, donc pas une solution d'avenir. Autre sujet, on l'a dit tout à l'heure aussi, l'hydrogène est peu utilisé aujourd'hui. Donc, les cas d'usage en termes de mobilité, en tout cas, fait que l'hydrogène est relativement coûteux sur les solutions d'usage, c'est-à-dire pas à l'utilisation, mais en tout cas un investissement sur les véhicules. Et une de ces raisons, en tout cas, c'est que sous forme gazeuse, quand il n'est pas compressé, l'hydrogène, c'est un mauvais rapport énergie-volume, donc un très bon rapport énergie-masse, un mauvais rapport énergie-volume. Et donc, il faut le comprimer pour que ça ne soit pas trop encombrant et qu'on puisse emmener suffisamment d'énergie dans un volume raisonnable. Ça amène des réservoirs sous forte compression, toute une chaîne de compression. Et donc, aujourd'hui, on parle de 350 à 700 bars pour l'hydrogène, sous quand même des pressions élevées. Il faut dépenser de l'énergie pour ces pressions et puis il faut des systèmes suffisamment résistants pour tenir ces pressions. Ça entraîne des surcoûts. Quand on parle de surcoût, on parle aussi de surcoût au côté véhicule. Bon, on a déjà vu les prix sur les véhicules particuliers. Je vais essayer de regarder un peu ce qui se passe autour. Quand on parle véhicule utilitaire, on est à 60 000 à 100 000 € pour un véhicule utilitaire léger. On va parler d'un Kangoo. Un peu plus lourd, on va parler d'un Master. Pour parler en marque, je suis désolé. Donc un partenaire et un équivalent Stellantis, je suis désolé, je n'ai pas la référence, avec une consommation d'environ 2 kg au jour. Si on passe aujourd'hui, on est au premier déploiement sur ces flottes-là. Les flottes Renault s'est lancé le premier sur le sujet avec une flotte qui s'appelle le e-Kangoo, qui est aujourd'hui plus produite. On retrouve des véhicules aujourd'hui chez Stellantis et très bientôt chez Renault, puisqu'ils ont annoncé une gamme complète sur ces véhicules-là. Sur les BOM, alors là, les consommations vont vraiment dépendre du profil du parcours réalisé à la fois en termes de pente et en termes de kilométrage réalisé. On a aujourd'hui une maturité opérationnelle, on peut acheter des BOM à hydrogène, un prix de 500 à 600 000 €, donc c'est entre 2 et 3 fois supérieur à celui d'une BOM diesel, ou on va dire 3 fois pour une BOM diesel, 2 fois pour une BOM hybride. Les chariots élévateurs, c'est un sujet où on a une très belle réalisation en région, puisqu'on a le plus gros entrepôt avec des chariots élévateurs à hydrogène, avec un intérêt, c'est une disponibilité très élevée des chariots élévateurs. Donc, un peu de la même façon pour les BOM, on peut utiliser des chariots élévateurs
quasiment à temps plein, une maturité aujourd'hui qui est opérationnelle, qui est commerciale. Il y a plus de 10 000 chariots élévateurs hydrogène aux États-Unis aujourd'hui. Sur les bus, on a aujourd'hui un petit catalogue, des belles références en région, un prix qui est de 500 à 600 000 euros. Donc là aussi, on est sur du 2 à 3 fois un véhicule standard. Autocar, aujourd'hui, les premières disponibilités, on en a parlé tout à l'heure, c'est sur du rétrofit avec un acteur en région qui s'appelle IBF H2. On est sur les premiers déploiements. Sur les poids lourds, là aussi, on est sur les premiers déploiements. Et il est difficile, et c'est un vrai frein, si vous en parlez avec des transporteurs, c'est un vrai frein que de trouver des poids lourds aujourd'hui. Un prix sur du neuf annoncé entre 800 000 et 1 million à 1 million 100, 1 million 200. Quand un prix du neuf, un tracteur neuf, c'est aux alentours de 200, 250 000 euros. Et en rétrofit, hors cabine, hors tracteur, c'est-à-dire que vous partez d'un tracteur existant qui est en fin de vie, le rétrofit coûte entre 300 et 400 000 euros. Je vous passe les trains et les navettes qui ne vont pas concerner grand monde aujourd'hui. Maintenant, les véhicules, c'est une chose. Maintenant, si on parle un peu infrastructure, puisque l'infrastructure aujourd'hui n'existant pas, quel est le coût des infrastructures? Donc, des ordres de grandeur, là aussi, 1 mégawatt, on est entre 2 et 2,5 millions d'euros. On produit 150 tonnes par an, c'est environ 36 camions quand on parle d'un fonctionnement de 40 000 km an. Pas forcément là où c'est le plus adapté pour l'hydrogène, mais c'est la moyenne nationale française. Et avec des prix qui diminuent très fortement dès que la puissance augmente, puisque vous voyez que sur un électrolyseur de 4 MW, donc 4 fois plus, on est à peine à 2 fois plus en termes de prix. Il n'y a pas beaucoup de recul sur ces prix, donc à prendre avec des pincettes toutefois. Et puis, identique pour les stations à hydrogène, avec un prix qui diminue très fortement avec l'augmentation de capacité. Et globalement, on l'a dit tout à l'heure, des TCO qui peuvent être favorables sur certains usages, aides comprises. Or, aides, ils sont plutôt assez loin du marché aujourd'hui. Mais même avec des aides, et c'est un vrai frein, on peut se retrouver sur des TCO largement plus élevés que des solutions classiques. Et donc, un vrai frein pour les opérateurs en termes de mobilité. Un présupposé aujourd'hui pour réussir un projet, c'est qu'il faut des usagers. Il n'y a pas de projet hydrogène qui peut se faire sans usagers. Les CAPEX étant relativement importants, l'investissement nécessaire à la réalisation du projet nécessite l'apport d'usagers tout de suite. Je vous ai donné deux exemples avec des prix, puisque tout à l'heure, Lucas vous a présenté des projets, j'ai essayé d'avoir quelques prix supplémentaires. Donc, le projet Vigo dans le Grand Ouest, on parle de un peu plus de 3,5 MW d'électrolyse via 3 électrolyseurs, un peu moins de 2 tonnes jour distribuées. Vous voyez les usages relativement conséquents, plus de 70 véhicules. C'est un projet qui nécessite 38 millions d'euros de CAPEX et qui a besoin de 14 millions d'euros d'aide pour trouver son équilibre. En région, si on parle d'un projet local, le projet Somme Hydrogène Vert, on parle d'un projet à 22 millions d'euros pour quand même une quarantaine de véhicules, un petit peu moins de 40 véhicules, et plus des usages industriels. Il faut les usagers pour réussir un projet, et donc tous les projets vont se commencer par une sensibilisation des usagers. Justement, si on prend un déroulé, là je vous ai pris un déroulé d'un projet qui aurait commencé
cet été, mais globalement, mon avis en termes de timing, on est un peu sur la même chose. La première phase qui nous semble importante, nous, au Pôle Énergie, c'est une première phase d'opportunité. Est-ce qu'autour de moi, sur mon territoire, moi, collectivité ou moi, transporteur, est-ce qu'il y a des opportunités pour avoir de la consommation? Si oui, combien ça représente? Est-ce qu'il y a suffisamment de consommation pour faire un projet? Aujourd'hui, enfin en tout cas hier, pour faire un projet et avoir un projet qui a une viabilité et qui peut aller chercher des aides, on cherchait des projets à 1 MW d'électrolyse. Dans les prochains appels à projets ADEME, il est bien possible que ce seuil augmente, qu'on parle d'au-delà, donc peut-être 2 MW, peut-être plus. Donc là, on n'a pas forcément la vision. Je ne suis pas sûr que l'ADEME ait cette vision. Mais en tout cas, dans les derniers appels à projets, on parlait de plus d'1 mégawatt. Et donc, si je reprends les chiffres précédents, on parle de 150 tonnes d'hydrogène par an. Imaginons qu'on ait trouvé suffisamment de transporteurs, de besoins en interne dans une collectivité, auprès de transporteurs, je pense d'une flotte d'autocars, d'une flotte de BOM, d'une flotte de bus. Je pense aussi aux entreprises de travaux publics. Une deuxième phase consiste à sécuriser ces usages. Vous aurez contacté les entreprises et vous direz oui, ça m'intéresse. Maintenant, il s'agit d'aller au-delà, de trouver les partenaires pour réaliser, partenaires énergéticiens, partenaires spécialistes de l'hydrogène, pour réaliser les stations, les éléments de production, les éléments de distribution, et puis aussi, en termes d'usage, forcément, si vous trouvez un industriel, mais que cet industriel vous dit je consomme une centaine ou une tonne à l'année, ça ne va pas être tout à fait la même chose pour votre infrastructure. S'il consomme ça sur 6 mois dans l'année parce qu'il produit pendant 6 mois un produit qui nécessite de l'hydrogène, ou sur 12, ou encore s'il fonctionne en 3-8, et donc il a un besoin d'hydrogène sur 5 jours de la semaine, s'il fonctionne en 5-8 et si c'est un besoin lissé. Si je continue, je pense que c'est donc la première phase opportunité en 3-4 mois, c'est quelque chose qui est fait. La deuxième phase de sécurisation des usages, d'une définition d'une infrastructure adaptée à ces usages, d'une première vision sur les prix en 6 à 9 mois. C'est quelque chose qui est réalisable, qui vous permet de déposer une candidature à l'ADEME, à un projet européen, à d'autres guichets qui s'ouvriraient demain. Une fois que ce dépôt est fait, il s'agit de contractualiser auprès de l'ensemble des partenaires, s'il y a plusieurs partenaires, avec une définition technique détaillée en fonction de cette contractualisation, qui permet d'avoir l'accord de financement, puisqu'une fois que vous avez déposé votre accord de candidature, l'ADEME ou le financeur met quelques mois pour vous répondre, vous allez vous mettre d'accord sur quel est le contenu exact, et puis au final, vous avez un accord de financement pendant lequel c'est une période pour laquelle vous pouvez rechercher des partenaires complémentaires. Vous allez réaliser des études éventuellement d'autorisation ou de déclaration au terme des installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y a beaucoup de stockage, ou déclaration ou autorisation, sur lesquelles il va falloir faire des études environnementales, etc., les études détaillées des entreprises pour réaliser, boucler votre financement pour trouver éventuellement des financements complémentaires, lancer des travaux, lancer la production, déployer le projet et éventuellement trouver de nouveaux partenaires. Donc, c'est quand même des projets qui s'étendent sur 3 ans pour être très court, 4 ans pour être plus réaliste, 5 ans dans une vision pessimiste. Donc, il faut l'avoir en tête. Ce n'est pas des projets très immédiats, c'est des projets plus complexes que ceux de la réalisation d'une station GNV et qui peut nécessiter plus d'acteurs pour être mis
pour être mis en route et pour trouver sa concrétisation. C'est aussi des projets assez singuliers. Assez singulier parce que pour moi, il y a deux process qu'on retrouve d'itération. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir une phase où vous allez faire un diagnostic, vous allez contacter des acteurs, leur montrer leur intérêt, ils vont vous donner peut-être une première vision d'une flotte, d'une consommation, et vous allez estimer un potentiel. De là, vous allez faire une première définition technique. Quel serait mes besoins en station? Quel serait mon besoin en production? Où je vais positionner ma station? Je vais estimer une première aide avec les acteurs. Est-ce que c'est une petite entreprise? Est-ce que c'est une grande entreprise? Les taux d'aide ne seront pas les mêmes. Est-ce que ma production est à 1 ou 2 mégawatts, ou 4 mégawatts, ou 10 mégawatts, imaginez. Bref, tout ça va vous donner un taux d'aide et va vous permettre d'estimer un premier prix de vente de l'hydrogène. Mais une fois que vous avez ce prix de vente de l'hydrogène, ou prix de production en fonction d'où vous vous situez, vous allez devoir recontacter vos acteurs et leur dire, oui, on avait parlé d'un potentiel, maintenant, l'hydrogène, finalement, il est hyper compétitif, j'ai un super projet, il est situé à moins de 9 euros, il est peut-être à 8, 7 euros du kilo, et donc c'est hyper intéressant pour vous en termes de flotte, vous allez peut-être pouvoir avoir de plus gros usages, ou alors, avec les usages qu'on a actuellement, notre capacité ne nous permet pas d'avoir un prix extrêmement compétitif. Est-ce que vous êtes prêts à y aller quand même avec des TCO qui sont plus élevés? Et donc, vous allez avoir une boucle un peu itérative qui vous permet à la fois d'avoir un potentiel, d'avoir une consommation fixée et un prix fixé. Et à la fin, vous devez se faire rencontrer une offre et une demande. On n'est pas comme dans un projet GNV ou bio-GNV, sur lequel les prix du marché sont relativement connus, et donc le prix de vente est connu à l'avance en fonction, avant même d'être sûr d'une consommation. Et puis, il y a un dilemme du risque. Plus vos usages vont arriver tardivement, plus le risque va être élevé pour le fournisseur, et on comprend que pour un investisseur qui va devoir prendre 10 camions, 20 camions, l'investissement ne peut pas se faire en une fois. Mais plus une station sera réalisée pour une production, par exemple, de 2 mégawatts ou de 350 tonnes d'hydrogène à l'année, et si elle tourne au début à 100 tonnes parce que les usages ne sont pas arrivés, le fournisseur prend un risque, il prend un coût d'amortissement de ces installations sans consommation, et donc plus les coûts de l'hydrogène seront élevés. À l'inverse, plus les usages vont arriver tôt, plus le risque sera élevé pour les usagers, c'est-à-dire qu'ils vont devoir commander des véhicules avant même que la station soit réalisée, et plus les coûts de l'hydrogène seront bas. Donc vous vous rendez bien compte qu'il y a une dichotomie entre le fournisseur et l'usager sur la prise de risque, et donc il faut que cette prise de risque, à un moment ou à un autre, se rencontre. Voilà un processus itératif sur le terme de la consommation, un processus itératif sur le terme dans le temps, qui font que les projets sont singuliers et sont relativement complexes. Maintenant, heureusement, clairement, en région, il y a moyen de se faire accompagner. Alors, de manière nationale, l'ADEME a mis sur pied une aide au diagnostic initial, à l'opportunité, à la faisabilité, justement pour passer ces aides et pour venir essayer de répondre aux appels à projets existants ou futurs de l'ADEME. La région Hauts-de-France aide sur les dépôts de projets européens en mettant à disposition une force de frappe qui s'appelle le FRAP, qui peut vous aider à répondre à un projet européen. Et nous, côté Pôle Énergie, on accompagne techniquement sur les phases amont, sur les phases recherche de consommateurs, sur l'aide à la rédaction d'un appel à manifestation d'intérêt, et puis sur le dépôt de dossier ADEME. Mais il y a une vraie opportunité. On parlait tout à l'heure du bio-GNV. Le bio-GNV, aujourd'hui, le biométhane vient remplacer une consommation existante de gaz qui est déjà fortement importante, et l'hydrogène, lui, vient remplacer une consommation de diesel qui est très importante. Donc, il y a vraiment complémentarité des deux énergies. Il s'agit de bien les utiliser au bon endroit.
dans des projets qui sont plus ou moins complexes, mais qui ont un vrai intérêt de décarbonation pour notre économie, et puis de relocalisation de la valeur ajoutée sur notre territoire. Quand on voit les événements qui se passent, on en comprend tout l'intérêt. Merci Damien, je crois qu'on était à la dernière slide, c'est ça? Exactement, j'ai tout dit. Un grand J'espère que merci, j'étais clair. c'est hyper clair. Et très, très instructif et très opérationnel. Donc, merci beaucoup. Et alors, j'en profite, je vais essayer de lister un certain nombre de questions que j'ai recopiées là, tout en t'écoutant. Alors, on va peut-être essayer de répondre assez vite. Alors, c'est soit toi, Damien, soit peut-être, je ne sais pas si Lucas ou Nicolas, ou Lucas sont là. Alors, il y a des questions un peu plus simples et plus compliquées. Alors, il y a une question sur les contraintes d'exploitation, finalement. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé de Montpellier qui avait arrêté son projet hydrogène. J'avais envie de dire aussi, on connaît des projets électriques, de bus électriques, qui ont aussi des difficultés. Donc, les contraintes d'exploitation, elles sont partout dans ces projets. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut dire pour amorcer la question. On ne va pas répondre à toutes les contraintes, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire concrètement? C'est quoi les contraintes d'exploitation pour, on va dire, les bus à hydrogène, les bennes ordures ménagères aussi? Qui est-ce qui prend la parole? Nicolas, Lucas? Ouais, alors moi, des retours que j'ai eu, je ne suis pas un expert, donc Nicolas pourra certainement préciser les choses. Des retours que j'ai eu, les contraintes d'exploitation, elles peuvent être assez variées. Un exemple que j'ai en tête, c'est par exemple des besoins de puissance quand on est sur des profils topographiques importants, auxquels ne pourront pas forcément répondre des véhicules tout électriques. On pourrait aussi avoir des besoins ou un recours particulier à l'hydrogène pour des bus articulés qui vont avoir une charge utile assez importante et donc un besoin de puissance délivrée assez rapide. On pourrait aussi avoir des problématiques foncières, c'est-à-dire d'installation de recharge de véhicules électriques qui sont un peu pénalisantes pour la collectivité. Enfin, elles peuvent être, à ma connaissance, de nature très variable. D'où l'intérêt d'aller creuser aussi ces sujets auprès des collectivités qui ont déjà fait des tentatives et traité les sujets. Ce qu'on peut dire, c'est que sur les tout premiers projets, les constructeurs sont presque à demeure pour assurer la maintenance et puis aider à toutes les premières pannes qu'il peut y avoir et qu'il y a un retour d'expérience de ces premiers projets qui permettent aux vagues suivantes de bus d'être qui permettent de dépasser tous les premiers, tous ceux qui ont essuyé des premiers plâtres sur ces nouveaux matériels. Voilà. Je sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose là-dessus. Ouais, non, je voulais dire, quand on est dans les premières industrielles, il faut s'attendre à quelques complicités, mais plus le déploiement est important, moins les contraintes, en tout cas les risques sur le fonctionnement est complexe. Il y a quand même une décorrélation souvent entre la consommation et la production. Hein. Vous avez une production linéaire, une consommation en pic. Ouais. Et donc, ça nécessite des installations de stockage, un bon dimensionnement des installations pour que tout ça fonctionne de manière fluide. Alors, une autre question, toute bête, mais autant la poser et y répondre. Les industriels sont-ils prêts à payer l'hydrogène 3 fois plus cher pour avoir de l'hydrogène vert? Voilà, donc tes tableaux, Damien, tu parlais de 180 € le mégawattheure contre 60 € le mégawattheure. Alors oui, 60 € le mégawattheure. Oui, 60 € le mégawattheure, c'est si vous l'achetez en très grande quantité. Oui. Plus vous allez être un petit consommateur, plus vous allez payer cher, et plus l'hydrogène vert va être compétitif d'ailleurs. Parce que finalement, c'est les coûts logistiques qui viennent supplanter les coûts de production. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on l'a vu, le paquet législatif fait qu'on n'aura pas trop le choix, enfin les industriels n'auront pas trop le choix, donc ils ne sont peut-être pas prêts, mais à un moment ou à un autre, ils vont se faire rattraper par la patrouille. Oui, puis il y a la législation, il y a la taxe carbone, et c'est tout ça qui rend l'hydrogène. Exactement. Voilà. Et puis à 80 € le mégawattheure de gaz, le prix de l'hydrogène ne se situe plus, de l'hydrogène vaporéformé ne se situe plus à 60 €. Il est déjà plutôt à 120.
Une autre question un peu basique, mais autant la poser. Voilà, l'hydrogène pour les raffineries, mais si on passe tous au carburant vert, il n'y a plus besoin de raffinerie. Peut-être c'est une question pour l'ADEME. Oula. Moi, j'ai une bonne réponse à ça. Peut-être aujourd'hui, il y a le reste du monde et nos raffineries fonctionnent à la fois pour la consommation intérieure et pour la consommation extérieure. Et avant qu'il n'y ait plus de véhicules en consommation intérieure qui soient au diesel ou à l'essence, il faut compter une vingtaine d'années. Donc, je pense que les raffineries, elles pourront faire cet effort pendant les 20 ans qui viennent, au moins pour la consommation intérieure. Et les raffineries ne produisent pas que pour les carburants, en fait. Il y a Non. tous les produits plastiques, il y a beaucoup de choses. Puis il y a encore le kérosène. Les avions ne vont pas voler à l'hydrogène demain matin, quoi. On annonce 2040-2050. Voilà. Bon. Ok, alors hydrogène à partir de l'éolien, qu'en pensez-vous? Alors on en pense, Damien aussi. Non, mais c'est Nicolas qui a poussé pour le renouvelable. Donc, Oui, autant. On pense du bien, évidemment. Je trouve qu'il y a une production live d'hydrogène à Bouin où vous avez un des rares sites de production où il y a un câble électrique physique entre la production d'éoliennes et l'électrolyseur. Donc oui, ça se fait soit via des câbles en direct, et bon, c'est assez rare, hein, ce genre de situation, sinon ça se fait via des PPA, c'est une espèce de garantie d'origine, d'achat d'électricité renouvelable. Donc évidemment qu'on en pense du bien, un lien direct entre une production d'électricité renouvelable et un électrolyseur. Je dirais que c'est même un peu le Graal ou la situation idéale, bien évidemment. Si je peux donner une réponse argumentée en termes de chiffres, on parle d'un mix énergétique français aux alentours de 50 grammes de CO2 par kilowattheure, entre 40 et 55 en fonction des années. L'éolien, on est entre 10 et 15 grammes de CO2 par kilowattheure, donc on comprend l'intérêt d'être accordé directement à une éolienne. Peut-être un mot sur les ressources en eau. L'électrolyse se fait à partir d'eau. Donc il y a l'eau qui est fracturée pour faire l'hydrogène et l'oxygène, et il y a l'eau qui refroidit les électrolyseurs, l'eau process, on va dire. Et donc, est-ce que c'est un facteur limitant pour des projets hydrogène? Alors en mobilité, peut-être pas, en industrie, peut-être plus. Enfin, Je pense qu'en tous les cas, jusqu'à maintenant, ça n'a pas été même un critère particulier qu'on a pu regarder. On a même une situation, et toujours sur le même projet dont je vous parlais à Bouin, c'est même de l'électrolyse d'eau de mer, donc faite à partir d'éoliennes. En tout cas, pour l'instant, non, ça n'a pas été un sujet d'importance, en tout cas le gisement d'eau pour la production de hydrogène. Je crois me dire que c'est une question qui a été posée aussi au niveau de l'ADEME national de Luc Bodino, qui est en charge des appels à projets écosystèmes. La réponse qu'il avait apportée de mémoire, c'est que c'est encore quelque chose qui méritait d'être exploré sur certains aspects très spécifiques, mais que globalement, au regard des quantités dont on parle, il n'y avait pas une alerte folle, ce qui n'empêche pas de regarder sur des cas par cas s'il n'y a pas des sensibilités territoriales particulières liées à l'utilisation d'eau. Donc il faut différencier la problématique globale avec des problématiques locales qui peuvent être réelles. Oui, à Dunkerque, on prévoit quand même beaucoup de production d'hydrogène pour décarboner les industries, et la question eau est quand même posée. Enfin, on voit bien que il peut y avoir, ça peut devenir une limite, un facteur limitant pour le développement de l'hydrogène. Alors, une autre question. Voilà, on parle des pays nordiques, l'hydrogène en lien avec cette fameuse station qui un jour a explosé. En gros, le risque explosif de l'hydrogène, c'est quoi? Et est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter, ou est-ce que tout va bien? Je ne sais pas si l'ADEME peut répondre aussi. Ou... Vous êtes le technicien de service. Alors, je suis plus technicien mobilité, un peu moins production. Ce qu'on disait quand même, c'est qu'une production hydrogène reste une installation classée pour la protection de l'environnement.
sous contrôle de la DRIR, avec une réglementation, une normalisation associée en termes de sécurité. Donc, on est quand même sur des professionnels, enfin, des opérateurs de type Air Liquide qui font ça depuis des années. Le risque zéro n'existe pas. Alors, c'est un peu bateau ce que je vous dis, mais la question est, le risque n'est pas plus important qu'une autre installation classée. À partir du moment où on respecte ces exigences-là. Après, ça pose la question un peu plus large qu'on a évoqué un petit peu tout à l'heure de l'acceptabilité sociale de ce genre d'installation industrielle. Ça, c'est clair, surtout si on a une logique un petit peu. Alors, il y a ces logiques de bassin qu'on entend bien, mais il y a des logiques aussi de production très locale, très territorialisée d'hydrogène. Donc, ça peut vouloir dire des petites productions, mais plus nombreuses. Et donc, se pose la question du voisinage et de comment ça peut être perçu. Ça, c'est clair. Je pense qu'on peut dire que c'est une molécule très légère et donc une fuite, ça veut dire que ça se diffuse très vite. C'est pas comme le GPL qui stagne et qui est plus lourd que l'air et qui donc crée un risque d'explosion beaucoup plus concentré avec des effets destructifs beaucoup plus importants. Alors l'hydrogène a bien sûr cet effet-là, mais dans une usine, si les bâtiments sont correctement pensés, ça explose vers le haut, c'est un peu ça, je crois que c'est un peu ça l'idée. Effectivement. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Bon, il y a une question sur comment l'ADEME soutient les territoires sur la question hydrogène, quel dispositif. Je ne sais pas si on peut répondre maintenant. Ça sera l'objet du deuxième webinaire. Je ne sais pas, Nicolas, si vous avez envie de dire quelque chose là-dessus pour le moment. Ouais, très rapidement. Ouais, tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. Voilà, on est opérateur de fonds qui n'appartiennent pas à l'ADEME. Ce sont des fonds alors de diverses origines, mais en tous les cas qui sont pas directement des fonds ADEME. Ce sont des fonds France 2030, des fonds France Relance, des fonds directement du MTE, enfin du ministère. Donc on est entre guillemets que opérateur. On est encore en train de faire la sélection de la relève de septembre dernier d'Eco6 H2. Voilà, le succès a été tel que on a besoin de prioriser des dossiers. Il y a beaucoup de bons dossiers, il n'y a pas assez de budget, donc ça pose des vrais soucis. Et je dirais qu'avant de réfléchir à un nouveau cahier des charges pour un Eco6 H2 2022-2023, on a besoin d'aller au bout de cette sélection, clairement. Donc voilà, c'est difficile pour nous de vous dire quand pourrait se réouvrir Eco6 H2. Est-ce que c'est en fin d'année? Est-ce que c'est l'année prochaine? Voilà, on est très très incertain. On arrive dans une période de réserve aussi bientôt, donc je pense qu'on en saura un petit peu plus plutôt après les élections. Donc on sent bien ce stand-by. Deuxième chose, par contre, ce qu'on continue à aider et qui a été évoqué tout à l'heure, c'est les études un peu de potentiel et d'opportunités d'hydrogène dans les territoires. Ça, c'est un fonds ADEME, c'est des fonds de soutien aux études. Et donc ça, c'est toujours d'actualité et on peut se soutenir financièrement cette phase de diagnostic. Peut-être juste en complément, pour les collectivités qui se poseraient ce type de réflexion, d'interrogation, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous au niveau... alors Damien pour le pôle énergie, à l'ADEME, vous avez l'interlocuteur régional aussi, Robin Mas sur l'hydrogène, ou moi-même, on travaille main dans la main et on pourra aussi regarder avec vous quelles sont les différentes possibilités. Alors Robin a mis justement sur le chat une référence ADEME Hauts-de-France, donc vous pouvez vous y référer pour avoir des nouvelles et trouver un contact. Nous, on peut mettre notre adresse mail dans le chat aussi, Damien, peut-être. Et puis, voilà. Alors, je crois que j'ai à peu près épuisé toutes les questions. Je ne suis pas sûr complètement parce qu'il y en avait beaucoup. Ah oui, par production de l'hydrogène à partir de biomasse. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de biomasse. Damien, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Ah non, c'est l'ADEME, ça, qui nous a fait des très beaux scénarios sur le sujet. Je botte en touche, mais... Ouais. Là, je vais botter en touche. J'ai pas le. Il faudra que je replonge dans les 687 pages là, du rapport qui présente les 4 scénarios transition 2050 de l'ADEME. La part de la production de power to gas sous forme d'hydrogène.
Je ne l'ai pas en tête, clairement pas. Je vous invite vraiment, je vais vous mettre dans le chat par contre le lien vers, les scénarios. C'est vraiment intéressant. Alors évidemment, il y a le rapport complet, mais il y a aussi une synthèse. Et puis voilà, ça peut vous aider à trouver le sommeil si besoin. Mais en tous les cas, c'est très très riche. Évidemment, les scénarios, c'est pas que la mobilité, hein, c'est tous les domaines d'intervention de l'ADEME. Donc ça passe aussi par l'alimentation, la production agricole, l'industrie, le bâtiment. Donc ouais, c'est extrêmement large. Mais la partie mobilité en propre est évidemment un petit peu plus accessible parce qu'il y a peut-être quelques dizaines de pages. Ok. Robin a complété des infos sur la question de l'eau, donc vous regarderez, c'est intéressant. Robin écrit, donc Robin qui est spécialiste d'hydrogène pour la région de France à l'ADEME. Donc, vous pourrez vous y reporter. Bon, je vais conclure peut-être rapidement, vous remercier chacun des intervenants parce que ça a été un gros travail, ça a été très dense, voilà, mais je pense que je sais pas combien on est là, mais il reste encore du monde. On a été plus d'une centaine à un moment donné. Donc, ce que je peux conclure, c'est que il y aura un deuxième webinaire plus spécialisé, peut-être du coup pour un public plus restreint, pour vraiment aider les collectivités à avancer. Ce que l'on imagine dans ce deuxième webinaire, c'est vous parler de plus de financement justement, et puis de mutualisation. Donc toute la question comment rentrer concrètement dans un projet et surtout réduire les coûts finalement. C'est quand même ça l'idée. Mutualiser, c'est pas pour le plaisir de mutualiser, c'est pour arriver à des groupements d'achat, arriver à des solutions plus économes. On parlera plus du car rétrofité avec IBF H2 et on essaiera de vous présenter aussi les différentes sources de financement. Donc ça, c'est le 22 mars prochain, même heure. On vous renverra une invitation prochainement. Je rappelle aussi, je l'ai écrit dans le chat, que vous recevrez la présentation donc les PowerPoint avec l'accord des intervenants, s'ils me le confirment, qu'on mettra en PDF et on vous l'enverra. On vous enverra également le replay si vous voulez réécouter ce qui a été dit. Et en même temps, on ajoutera un questionnaire. Donc, ça nous aide si vous remplissez ce questionnaire parce que ça nous permettra de situer où vous en êtes dans votre collectivité par rapport à ces projets hydrogène. Et puis, on est là aussi pour vous aider à réfléchir à votre projet, à commencer à le dimensionner, à voir s'il est pertinent, vers quoi il faut aller pour avancer. Donc vous avez, Damien tout à l'heure a bien, décrit l'écosystème entre la région d'une part, l'ADEME, Hauts-de-France, et puis nous, on a 3 niveaux, on peut vous aider. De toute façon, on se parle en continu, donc quand vous adressez à l'un, ça peut vite retomber sur l'autre. Donc ça circule. Voilà, c'est pas de l'économie circulaire, mais en tout cas, je vous remercie pour votre attention. Merci pour tous nos intervenants encore une fois. Merci d'avoir été très nombreux à ce webinaire. Et puis rendez-vous le 22 mars. Et puis il y aura d'autres rendez-vous par la suite et on vous en parlera après au fur et à mesure où on avance dans la préparation de ces webinaires. Bonne soirée à vous tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.